Fresh. New. The Revolution. Radiopirate.com. OK, on est là pour... ça, c'est pour la gang du live, donc les pirates cheap. J'aime tellement quand vous m'écrivez et vous me dites « Je suis pas un pirate cheap, fier de l'être. » Quand vous êtes salué. Si vous en voulez plus, on vous invite bien sûr à aller écouter la version Prime. Il y a une semaine de gratis dans le site de radiopirate.com via les applications que vous aimez déjà comme Spotify et tout. Donc, hey, on n'a pas d'ouverture régulière. Des fois, on vous donne du Radio Pirate News. La raison pourquoi, c'est que on était en feu avec Joe Hamel aujourd'hui. Et Joe nous a donné du bon stock. On a 1h15 avec la version Prime. Et ce qu'on a décidé la dernière minute, c'est de vous donner 2 blocs d'à peu près 18, 19, 20 minutes, chacun des blocs pour la gang de Cheap, parce qu'on est des gens fins. Donc, voici pour vous autres, notre chum Joe Hamel sur Radio Pirate. Priez pour vos vies! Bitcoin. Drill, baby, drill, right? Drill, baby. Bon, Joe, j'ai besoin de toi, là. J'ai besoin de tes connaissances financières, de toute la patente, là. OK, moi, j'ai pas de calotte rouge, là, mais je veux dire, je suis considéré comme un genre de pro-Trump par toute la gang. Sauf que, malgré toute l'histoire du débat des tarifs, même après le discours d'hier, même après tout ce que j'entends, même après nos répliques un peu bizarres, tout ce dossier-là, là, je le saisis pas. En partant, je suis un anti-tarif, je suis un anti-taxe. Mais ce dossier-là, avec lequel je ne suis pas à l'aise depuis plusieurs mois, depuis la campagne électorale du mois d'octobre, même je pense fin août, la première fois qu'il en a parlé, mais j'ai de la misère à comprendre c'est quoi le véritable but derrière ça. Je sais qu'il y a peut-être quelque chose que je ne vois pas, qu'on ne sait pas, il y a peut-être de quoi, mais il n'y a personne qui a réussi à m'expliquer, ni d'un bord, ni de l'autre, qu'est-ce qu'on fait avec ces histoires de tarifs? Qu'est-ce qui se passe dans sa patente-là? J'essaie de comprendre. Je ne comprends pas toute l'histoire. Ben écoute, ça n'a jamais vraiment été clair, là. D'un côté, à un moment donné, dans la campagne, puis plus tard, puis c'est jamais vraiment dit officiellement. C'est toujours Trump qui s'échappe dans un discours, dans une interview, une conférence de presse, ou un secrétaire, un ministre là, qui aussi s'échappe ou... Dans le fond, la position officielle de l'administration Trump, on la connaît pas là-dessus, à part ce qui est... Bon, il y a des tarifs qui sont annoncés, par la suite sont retardés. Là, tu vois, hier, Lutnick, là, le secrétaire du commerce, a dit que finalement, il est revenu avec l'histoire du fentanyl puis qu'il n'y a rien qui a été fait à la frontière canadienne. Alors que, bon, on s'entend que probablement que... Moi, je pense qu'il y a une game de l'administration Trudeau pour essayer de... si tu veux, d'envenimer la crise. Là, si on le sait que les autres profitent de ça politiquement. Donc, est-ce qu'ils sont satisfaits vraiment des actions qui ont été prises par le gouvernement canadien? Bon, semble que non, mais tu sais, à un moment donné, ils n'en parlent plus de ça à la frontière, ils tombent sur d'autres choses, la TPS, les chars faits au Canada. Bref, ils sont vraiment partout avec cette histoire-là, puis c'est de valeur parce que directionnellement parlant, je te dirais, d'un point de vue de droite, de petit gouvernement, comme ce qui représente la majorité de nos auditeurs, là, ce qu'on voit, c'est majoritairement positif de cette administration-là, là, tu sais, Doge, etc. Donc, il y a quand même des prises de position puis des actions qui sont concrètes qu'on n'a jamais vues de notre vivant là, dans le gouvernement. Là. Donc, ça, c'est assez intéressant. C'est de valeur que cette affaire-là, ça annule une bonne partie du discours positif, là, si tu veux, de cette administration-là. Parce que même sur le fentanyl, j'essaie de trouver... Puis, tu sais, je dis ça sur Trump parce que je ne sais pas trop où ils s'en vont avec ça, mais en même temps, je vois pas non plus le gouvernement canadien ou les provinces essayer de nous éclairer plus, parce que tu as raison, il y a des gens qui profitent de cette crise-là au niveau politique, puis c'est le cas des libéraux, entre autres. Donc, ils n'ont pas intérêt à nous en dire trop. Mais même là, tu sais, j'essaie de trouver des chiffres, des patentes. On a-tu vraiment un lien? Je dis pas qu'il n'y a pas de fentanyl qui rentre, il n'y a pas de production de fentanyl au Canada, mais je veux dire, dans toute l'histoire, ça représente combien? On a des chiffres, ouais, mais c'est 1%, mais c'est 1%. Là, tu fouilles là-dedans, c'est très aléatoire, c'est pas basé sur du sérieux. Puis là, après ça, ça tombe avec... Sérieusement, je suis perdu. Tu sais, quelqu'un qui me dit, ouais, mais tu es capable de défendre les tarifs de Trump. J'ai beaucoup de misère à les défendre parce que je les comprends pas.
Tu sais, je veux dire, moi, je suis un anti-tarif, mais si, mettons, il y avait quelque chose de logique derrière ça, je pourrais peut-être dire, ben oui, c'est un passage obligé pour telle ou telle raison. Mais je suis incapable de vendre parce que je comprends pas ce qui se passe et j'ai l'impression que même le gouvernement, même les acteurs politiques américains, plusieurs ne comprennent pas trop. Les négociateurs canadiens, ou je ne sais pas trop qui on a pour négocier, ne savent pas trop on négocie sur quoi. Donc, finalement, c'est un peu le bordel. C'est un peu dur à savoir sur quoi on se bat, pourquoi on se déchire entre nous autres. Tu sais, c'est pas clair. Encore une fois, c'est comme l'histoire du 52 minutes. Je pense que beaucoup du discours antagoniste de Trump envers le Canada est dirigé envers Trudeau. Vous avez vu quand il se pogne avec quelqu'un, Trump, il va vous abattre. Là. Il lâchera pas la grippe jusqu'à temps que vous soyez enterré. Là. C'est un peu ce qui est en train de se passer avec Zelensky. On a manqué l'occasion d'ailleurs, je pense que ça a été une des grandes erreurs de Poilievre de la campagne conservatrice, de pas avoir pris le lead puis de s'être présenté comme le futur premier ministre du Canada et dire, regarde, lui, il s'en va, ce régime-là est totalement battu, nous autres, on s'en vient, puis on va être des partenaires avec les États-Unis, qu'est-ce qu'il y a sur l'agenda, comment qu'on peut s'entendre. Là, je pense que ça aurait probablement changé la game. Parce que là, actuellement, c'est envers le Canada au complet, là, c'est vraiment dirigé envers le Canada, il semble pas y avoir d'interlocuteur qui est capable de calmer les ardeurs de cette administration-là. Puis il double la mise constamment. Puis je pense que comme il y a peut-être une déconnexion entre ce que Trump dit, même son cabinet, puis le monde en dessous. Écoute, ça doit être le bordel. Imagine le département du commerce, les douanes. Imagine le bordel, comment ça doit être. Il y a pas de politique claire, là. Donc, ça, c'est un vrai chicho, honnêtement. La conférence de presse, il y a 3 jours, qui a annoncé l'investissement de 500 je pense que c'était 500 milliards de TSMC aux États-Unis. Écoute, le Nasdaq, je pense, a perdu quelque chose sur le 300-400 points pendant la conférence de presse. Il a dit, out of thin air, que les tarifs allaient doubler de 10 à 20% de la Chine. Le journaliste, pas sûr d'avoir bien compris, il repose la question. Ça, c'est arrivé, genre, on the spot. Les marchés ont planté live. Fait que toute cette incertitude-là, honnêtement, ça pèse actuellement sur le marché. Même sur le dollar aussi, là, tu sais, oui. il y a bien des facteurs. L'or, regarde, l'or est repassé en haut de 2900. L'or a presque pris 1,5% en l'espace de quelques jours. Ben, face à l'euro, ils ont perdu encore un autre pourcent aujourd'hui. Là. Donc, le dollar se fait brasser un peu. Parce que tu viens de le dire, de ce que je retiens hier du discours, le discours est full positif. OK? Et les Américains le voient comme positif parce que 70% en moyenne, si on regarde les sondages, ont trouvé que le discours est parfait. C'est exactement. Les bonnes choses sont nommées. Les personnes qui ont été visées par des attaques d'immigrants illégaux. Ensuite de ça, je vous dirais, tout ce qui a été des patentes, c'est niaiseux, là. Écoute, mais les patentes, non, le patente genré, les affaires de même, ça fait du bien. Il était allé trop loin. Les gens ont besoin d'entendre ça. Et il était de bonne humeur. Il y avait un sourire. Là, il a dit, calmez-vous là, sur les tarifs. Je sais que le marché, etc. Mais laissez-moi aller avec ça. Je suis en train de faire ce qu'il faut faire pour les Américains. Donc, il est dans un bon mood. Mais là, nous autres, vu qu'on est impliqués là-dedans, je connais pas, je vois pas la fin de ça. Je vois pas clair du tout. C'est comme une sorte de brouillard, la patente. Là, mais écoute, il y a quand même des affirmations. Hier, je lis un petit peu le résumé. Là, regarde, les jours de pouvoir des bureaucrates non élus sont terminés. Ça, c'est quand même une affirmation incroyable. Si vous êtes de la droite du petit gouvernement / libertarien, conservateur, non social, là, si tu veux, là, ça, c'est des affirmations, comme je disais, c'est Ron Paul a gagné en 2024. Là. C'est quand même incroyable tout ce qu'on voit avec Doge, etc. Puis il y avait un tweet intéressant, il dit, pendant que Trump dit ça, la situation est tellement contrastante ici au Canada qu'on va avoir un bureaucrate non élu comme premier ministre dans les prochains jours. Là. C'est quand même incroyable. Ça, là, c'est un contraste total avec ce qui se passe aux États-Unis. Malgré les dérapages sur les tarifs, malgré les dérapages, puis t'as vu, les démocrates sont complètement déconnectés, ils ont même pas applaudi sur la paix. Regarde, tu sais, en fait, toute l'histoire de la paix en Ukraine, c'est généralement, c'est une bonne position pour les États-Unis. Là. Peu importe la façon que c'est fait, l'atteinte de la paix dans ce coin-là du monde, c'est positif à peu près pour tout le monde. Faut être complètement déconnecté pour poursuivre la guerre. C'est là qu'on a vu, le monde est complètement débile, surtout la gauche autoritaire qui est rendue, genre, ils veulent la guerre partout. Là, ils veulent enlever les tarifs. C'est drôle, il y en a qui soulignait dans mon feed Facebook, qui dit, j'étais assez vieux pour me souvenir, si, quand que la gauche était contre la zone de libre-échange des Amériques, après le sommet des Amériques en 2000,
tout le monde, toute la gauche était contre le libre-échange, tout ça, parce que c'était contre les producteurs Oui, locaux. Là, vrai. là, ils ont complètement viré de bord. C'est du monde qui était pour les pharma il y a 3-4 ans. Là, ils sont rendus pour Raytheon puis Lockheed Martin. Ils veulent envoyer des tanks puis des chars en Asie. C'est incroyable. Vous êtes complètement sauté sur le crinque. C'est complètement débile. T'as peu. Cette même gang-là voulait absolument que Obama puis que tout le monde soit ami avec Poutine. Les démarches pendant des années, alors que Poutine, la Russie doit être nos amis. George W. Bush, rappelez-vous, il s'en va là-bas, puis il a une petite Lada avec Poutine. Il y a eu des rapprochements quand même importants. Puis les gens, là, by the way, Jeff, sur ce sujet-là, là, les gens ont complètement perdu la carte. Là. Les gens, là, on dirait que Poutine, puis la Russie, ça a été ces saurons, là. Ça a été mis ces saurons dans le mindset de l'inconscient collectif, puis il faudrait tout mettre les ressources de l'Occident on the line pour faire tomber ce régime-là. Mais vous êtes complètement débiles, là. On n'a rien à voir là-dedans. C'est un conflit territorial en Asie qu'on se contre-crisse. Le Canada a rien à voir là-dedans. Le Canada n'est pas capable de projeter de la force sur son propre territoire, OK? On n'est pas capable de défendre notre propre territoire. On ne devrait pas dépenser un pourcentage substantiel de notre PIB pour soutenir une guerre étrangère qui n'a rien à voir avec l'Occident. C'est complètement débile, cette affaire-là. Puis, l'autre affaire, c'est qu'on a tout intérêt à pas devenir des amis avec la Russie. Mais on a tout intérêt, tout le monde sait qu'on a tout intérêt à faire de la business avec les Russes, à s'approcher des Russes, à éloigner les Russes de la Chine. Exact. Et puis, ça veut pas dire ça de faire des parties à tous les soirs ou à tous les semaines avec eux autres. Ça veut dire de les avoir comme on les avait avant la guerre. Comme on les avait, mettons, en 2015, en 2010, en 2005. On n'est pas obligé d'être les meilleurs amis du monde, mais on peut s'assurer qu'il n'y a pas une alliance qui risque de nous péter d'en face dans les prochains 10-20 ans avec quelque chose qu'on va peut-être perdre le contrôle. On est mieux de séparer cette gang-là. Mais ils ne pensent même pas à ça. Parce que le point de Trump là-dessus est très bon. Il veut retourner faire des choses avec la Russie et le but, on le sait, c'est de couper ce genre de liens trop proches qu'ils ont maintenant avec la Chine, donc la Chine et les Russes. C'est tout à fait logique, mais on dirait que tout ce qui est logique ne marche pas ici. On dirait que c'est que des affaires émotives, que le méchant, le bon, le méchant. Christophe, on ne peut pas faire grand-chose avec ça quand c'est aussi... c'est ça, c'est de l'émotion pure. Tu peux pas faire comprendre rien à personne dans ce moment-là. Puis tu vois aussi que l'Europe en général, malgré leurs promesses de on va laisser faire les États-Unis, on va s'armer, puis on va y aller, il y a personne qui a dit qu'il était prêt d'envoyer boots on the ground des troupes en Ukraine. Ils ont une ligne, ils marchent sur une fine ligne qu'ils veulent pas escalader parce qu'ils savent peut-être qu'ils vont être tout seuls là, face à la Russie. Puis en même temps, j'ai posté un post sur mon Facebook là-dessus. La Russie peut pas être à la fois une armée complètement en lambeaux de soldats prisonniers avec des tanks qui manquent de fuel puis de munitions, selon certains, et une menace sur l'Europe au complet. Là. Ces deux affirmations-là sont totalement contradictoires. Là. Puis les gens, il est même pas capable d'aller à Kiev, tout ça, puis une phrase plus tard, ils disent faut absolument pas arrêter la guerre puis doubler la mise parce que sinon, il va prendre la moitié de l'Europe. Voyons donc, vous avez complètement perdu la carte. Il faut trouver un bord. Là. C'est quel bord qui est vrai? C'est une armée complètement faible ou c'est une armée qui peut envahir l'Europe? Il faudrait se décider. Là. Mais Trump est un génie de la géopolitique. Là. Il y en a qui le traitent de cave, là, mais je m'excuse. Là. C'est un vrai master. On regarde l'histoire du canal de Panama qui vient de se régler là, by the way, avec BlackRock qui prend la part de la gang de Hong Kong. Et regardons la reconstruction. On va remettre Gaza. On va repartir Gaza. Quel est le pays, quelle est la place qui, autrement dit, se foutait le plus de ce qui se passait à Gaza? Égypte. C'est l'Égypte. Allez voir les murs de barbelés entre Gaza et l'Égypte, vous allez comprendre. Ils n'en voulaient pas un. Ils ont-tu parlé de 75 milliards, eux autres, là? Oui. Là, le plan, l'Égypte, c'est eux autres qui mènent un plan de reconstruction de Gaza. Tu aurais dit ça il y a 2 mois, le monde aurait dit « T'es-tu cave? Ouais. » Le vidéo comique qui a roulé, le monde disait « Es-tu innocent, Trump, avec son vidéo stupide, avec les filles qui dansent la danse du ventre, puis les patentes de casino à Gaza. » Statues en or. Il y a des statues en or. Il est donc bien innocent des vidéos.
Trump, c'est un genius. Là. Pour vrai, là, pour la géopolitique, il y a peut-être d'autres choses. Je ne le connais pas. Là. Mais pour faire bouger les choses, pour faire bouger des plaques tectoniques, là, c'est le maître. Parce qu'il ne s'attache pas à aucun précédent. Il n'y a pas de limite, premièrement. Il gère ça comme une business. Si on doit faire ça, on peut le faire. Parce que là, il y a des conseillers qui disent « Ouais, M. Trump, M. le Président, la position historique des États-Unis, c'est... » Mais là, pourquoi qu'on le fait pas? Il y a des récits de meetings à l'époque avec la reconnaissance d'Israël, avec déménager l'ambassade à Jérusalem, etc. Donc, il y a beaucoup de choses qui ont été faites. D'ailleurs, il est très populaire encore auprès des communautés juives. Là, même ici à Montréal, dès que les langues se délient un peu dans les cocktails, tu vois, il y a une méchante grosse gang qui sont pro-Trump. Là. Mais un des héritages dont son premier mandat, puis ça personne n'en parle, c'est le rapprochement avec des États arabes du Golfe et d'Israël. Il y a des vols qui avaient été rétablis entre, je pense, Dubaï et Israël. Il y a des athlètes qui étaient allés, je pense qu'il y avait la Coupe du Monde, les athlètes étaient allés. Donc ça, en général, c'est généralement positif pour la scène mondiale qu'il y ait des baisses de tension comme ça. Les gens sont tellement déconnectés qu'ils sont pas capables de voir ça. Puis c'est la même chose avec la Russie, avec le rapprochement avec la Chine. Tu sais, j'écoutais d'ailleurs le prof Caron. Il y a quelques bons constats qui sont faits dans ce dossier-là, mais en général, les médias ont complètement perdu la carte là-dessus. Les gens sont agités par les médias qui ont une position radicale, pro-guerre en passant. Pro-guerre, pro-conflit, ça sert personne. Puis, by the way, c'est l'administration Biden qui est allé le plus loin là-dedans. Le move le plus dommageable pour la réputation des États-Unis et la suprématie du dollar américain a été fait en 2022, quand la Réserve fédérale américaine a saisi les actifs de la Banque fédérale russe, je sais pas trop le nom de la Banque centrale russe, on saisit, je pense, plusieurs milliards d'actifs, je pense que c'est des dollars américains, qui étaient à la Fed, qui appartenaient aux Russes. Fait que dans le fond, là, il y a plusieurs pays non alignés qui ont dit un peu, là, la Banque centrale, c'est pas une espèce de créature de Dieu qui est isolée de la politique. Si on se retrouve du mauvais côté de l'histoire, selon les administrateurs, selon le régime américain qui est au pouvoir, nos actifs peuvent être saisis. Là. Fait que là, ça l'a exacerbé déjà une fuite du dollar américain vers des actifs alternatifs. Moi, cette semaine, là, j'ai freaké l'histoire du 5 milliards de Trudeau, là. Qu'on va chercher des actifs russes au Canada pour financer la patente d'Ukraine. Je veux dire, sur quelle base de droit tu as le droit de faire ça? Expliquez-moi ça. Rappelez-vous, il saisissait je dis pas que je suis pas en accord avec les oligarques. On ne sait pas c'est quoi le background de ça. Là. Mais le problème, c'est que vous saisissez des actifs par décret sans aucun processus établi. Là. Puis ça peut arriver de l'autre bord aussi. Là. Voilà. Rappelez-vous les 2 Canadiens qui avaient été enlevés en Chine. Là, tu te poses la question, OK, je vais-tu aller à Shanghai? Je veux dire, moi, je suis connu ces médias sociaux, ils vont-tu me spotter et dire, regarde, je vais être comme genre gardant garantie pour une future négociation. Puis ça fait qu'ils se posent comme question. Là. Quand ces choses-là commencent à arriver, tu te dis, OK, là, c'est dans le fond, comment... C'est des choses que, tu sais, personne n'en parle de ça, mais ça a été extrêmement dommageable pour les États-Unis. Tu sais, parce qu'il y a des positions qui vont au-delà des administrations. Regarde, sur la Chine, l'administration Biden avait gardé à peu près toutes les mêmes positions stratégiques que Trump 2016. Là. Les tarifs, etc. Donc, il n'y a pas de... Tu sais, on met beaucoup de différences entre les deux, mais sur certaines questions géopolitiques étrangères... D'ailleurs, Biden, ils se sont jamais commis plus que ça à la défense de l'Ukraine. À part le cash, là, il se lavait les mains. Non, vous n'allez pas rentrer dans l'OTAN. Il y a une bonne partie du discours de Trump que l'administration Biden avait aussi. Là. Ça, personne n'en parle. Là. Ouais. Première partie de Joe Hamel. On a une deuxième. Yes, on a une deuxième cette semaine pour vous autres, OK? Donc, on va un petit break vite et on revient avec la partie numéro 2 de Joe Hamel. Plus tard, on a notre chum Frank. Radiopirate.com. No limits. No rules. Radiopirate.com. Jeff Fillion. Fresh. 100%. 100% pirate. OK, de retour à la partie numéro 2 avec notre chum Joe Hamel. Présenté pour vous autres, les Pirates Cheap. Ah oui, on vous aime. On a le boursicotage avec Jerry qui s'en vient aussi. Et comme on vous le disait, Frank et Standby. Donc, beaucoup de stock en ce mercredi. Let's go, partie numéro 2 avec Joe sur Radio Pirate Live.
Est-ce que je peux revenir avec l'histoire des tarifs? Parce qu'il y a un point que je t'ai pas posé de question dessus. L'histoire de la réplique canadienne avec... il y a plusieurs, là. Il y a plusieurs bizarres, là. C'est sérieusement un des plus bizarres de la gang, c'est Doug Ford, là. On a un premier ministre qui est là, qui est pas trop, on n'est pas trop sûr s'il est vraiment officiellement le premier ministre. Je comprends plus l'histoire, là, mais il agit comme s'il était plus premier ministre que jamais. Et là, on a décidé, malgré, parce que j'imagine que, si Michel Girard du Journal de Montréal l'explique clairement, OK, dans un journal qui n'est pas très pro-US et pro-Trump, que finalement, les tarifs sur des produits américains, premièrement, ça ne les shakera pas parce que c'est pour commencer sur 33 milliards. Par après, ça peut finir jusqu'à 125 milliards de transactions, mais c'est dans une économie d'à peu près 27-28 trillions de dollars. Donc, ça n'a aucun impact sur les Américains. Ça a d'impact, par contre, sur nous directement parce que les produits visés, entre autres, c'est de la bouffe, des patentes de même. Donc, directement, c'est les Canadiens et les Québécois qui vont payer. Donc, j'imagine que dans l'entourage de Trudeau, il y a quelqu'un qui a dit « Ouais, la réplique, si tu dis que les tarifs de Trump, c'est cave, ben ta réplique est encore plus cave et a fait extrêmement mal aux Canadiens, plus que les tarifs de Trump. » Donc, ça, c'est assez facile à comprendre. Puis exponentiellement dans le temps, là, plus ça dure, plus c'est cher pour le Canada, là, c'est prouvé. C'est ça. Mais pourquoi ils prennent la décision pareille? Parce que, Jeff, je vais le réexpliquer, ces gens-là n'ont aucune considération pour les outcomes économiques à long terme, moyen terme pour le pays. Ces gens-là, quitte à doubler la dette encore et garder le pouvoir, ils vont le faire. On a vu même chose avec Legault qui est en train de... il y a déjà des programmes de lancer avec Investissement Québec là, pour soutenir les entreprises. Ces gens-là n'ont aucune considération pour les conséquences à long terme. Ils sont que dans le court terme, sont que dans les gains politiques. Ils voient qu'il y a un momentum avec les médias. Ils voient qu'il y a ces gens-là sont prêts à créer et à exacerber des paniques populaires pour arriver à leur fin. On l'a vu, là. Tu as vu le discours il y a quelques jours, là, je pense qu'il était à RDI, je sais pas, il dit on va protéger les Québécois. Le même discours qu'ils avaient pendant la pandémie, puis je voyais une de ses attachés de presse retweeter ça. Protéger les Québécois, protéger notre économie. Ouais, la dernière fois que vous avez fait ça, il y a eu 5000 morts de soif dans leur urine, des gens abandonnés dans les CHSLD. Vous avez fait à peu près 12 milliards, un déficit historique, le Québec. Puis il y a à peu près 20 milliards qui ont été donnés sans appel d'offres. C'est ça que vous protégez le Québec. La CAQ, c'est littéralement la plus grande menace sur la société québécoise à l'heure actuelle. Nos plus grands ennemis actuellement au Canada, c'est les gens qui sont au pouvoir. C'est un gars chaud au volant d'une Porsche 911, puis on est à côté, nous autres attachés, puis on s'enroule à peu près à 250, on sait pas où que ça s'en va. C'est ça actuellement, la situation canadienne. Vous êtes complètement débiles. Ils me disent toujours qu'il faut les jaser avec la société civile, parce que c'est toujours eux autres qui comptent, les syndicats. La société, la société civile, pour eux autres, c'est les syndicats. C'est tous les groupes de pression. Les chambres de commerce, c'est ça. Exact. Puis, by the way, le monde n'aurait pas à y voir. Puis, anyway, on passe par les médias pour les exciter et les embarquer dans notre patente, puis ça marche. Mais même les fameux, toutes les organisations qui sont souvent un peu molles, OK, on va le dire, là. Donc là, ils se sont réveillés. Là. Hier, ils ont dit, la gang de la PME, la gang de l'industrie indépendante, etc., ils ont dit, finalement, c'est plus nos tarifs qu'on impose que ceux de Trump qui vont nous faire mal à nous, les entreprises québécoises, parce que la majorité du stock qu'on prend, soit les équipements qu'on a besoin d'acheter ou encore le matériel qu'on a besoin pour faire nos produits, on les négocie avec les Américains. Nos fournisseurs sont américains, puis on n'a pas de fournisseurs ailleurs. Donc, ultimement, c'est nous autres qui sommes dans le trouble. Vous venez nous mettre dans le trouble plus que qu'est-ce que Trump a fait. Mais sais-tu quoi? Il n'y a aucune réplique à ça. Il n'y a aucune... Parce que ces gens-là, on ne les entend pas dans les médias, Jeff. On ne les entend pas. Tout ce qu'on entend dans les médias, premièrement, les médias sont biaisés, je veux dire, en très, très grande majorité. Je veux dire, on n'entend aucune opinion qui remettra en question, genre, le consensus actuel. Puis c'était pareil dans le COVID. C'est pareil dans toujours les mots, dans tous les dossiers, c'est toujours pareil. Le consensus imposé par le régime n'est jamais remis en question par quiconque dans les médias. Dès qu'il y en a un qui lève le ton un peu, on le cancelle. Vous avez vu ce que ça donne, là. Vous savez que dès que vous contrastez un peu sur les plateaux, vous êtes plus vraiment évité, là. Donc, ça a un impact, là. Ça, c'est le cancer qui ronge la société canadienne, puis encore plus celle du Québec. C'est les médias qui pilotent littéralement le hive mind des boomers québécois, là. Ça, c'est un facteur avec lequel il va falloir dealer encore quelques années, là. Mais tu sais, avec toi, j'ai été surpris hier. PSPP, je veux dire, une bonne position dans l'ensemble.
Mais il y en a plein qui m'en veulent. Il y en a plein qui m'en veulent. Non, mais non. Faut être moi, je vais fair mettre dans la un vie. bémol. Bon, non, moi, je suis d'accord avec la majeure partie. Moi, je vais mettre un bémol. Moi, je pense que ça, c'est pour se distancer de la position canadienne. Je pense que ça motive une bonne partie de son discours. Oui, d'ailleurs, j'ai bien aimé la réplique d'Éric Duhem qui a quoté son tweet en disant by the way, c'est bonne réplique, tête froide, faut regarder ça, faut arrêter de faire monter la tension, mais c'est nous, les conservateurs, qui avons la solution. Baisser les taxes, baisser la paperasse, exploiter nos ressources, arrêter que les estis de folie, de diversité. Ça, by the way, c'est toutes des lignes, c'est toutes des politiques, c'est toutes des agendas de Trump que les conservateurs soutiennent. Donc, c'est ça la différence. Fait que si Trump, le miroir qui nous met d'en face, on a bien beau pas aimer ce qu'on voit, ben, la réalité, c'est qu'il faut agir, puis on est dans cette situation-là très largement par nos propres actions, là. C'est pas Trump qui a doublé la tête du Canada en 4 ans. Là. En passant, depuis 2 mois, on n'a rien fait, là. On n'a rien fait, là. C'est toute le grand... Ça fait 2 mois qu'on entend parler, là. Ah, ça s'en vient. On a eu un break de 30 jours. Et là, OK, on va enlever ci, on va enlever ça. Ouais. On n'a rien fait, là. Il n'y a pas de projet de tuyau, il n'y a pas de réunion avec TransCanada Pipeline puis toutes les autres compagnies qui en font. Il n'y a rien. Il y a des bouteilles à SAQ qui ont retourné dans le backstore. Mais juste, ces gens-là, ils ne croient pas. Ils continuent, on voit Hydro-Québec annoncer des estis d'affaires d'éoliennes, racheter des compagnies, alors que c'est complètement l'inverse. On voit de l'autre côté BP. Moi, je me rappelle BP, British Petroleum, qui était un ancien monopole national, qui est devenu... eux, là, sont virés, je me rappelle, ils étaient virés green, là, c'était rendu dans pétrole. Ils voulaient changer de nom. Ils voulaient enlever BP du nom, tu sais. Là, ils ont complètement tourné le dos à tous les investissements green. On dit, on doublé la mise sur le pétrole et le gaz en 2025. Je veux dire, il y a tellement de signaux comme ça que c'est ça qui est en train de se passer. Partout dans le monde, partout en Occident, c'est ce qui est en train de se passer. Nous, on est complètement à côté de la traque dans cette histoire-là. Puis, il n'y a personne qui semble en prendre de acte de ça. Il n'y a rien qui a été fait, tu l'as dit. Je suis d'accord avec ça. C'est vraiment que des mots, c'est de la politique. C'est une pièce de théâtre, c'est une gestion de crise à la petite semaine. C'est ça. Envenimé par les médias. Les gens sont fâchés. Moi, je vois du monde, des fois, ils sont fâchés par cette situation-là. Là. Ils sont fâchés contre Poutine, ils sont fâchés contre Trump. Chris, vous avez des vies quand même excitantes. Là, si la majorité des émotions dans vos vies sont contrôlées par des dirigeants étrangers. Là. Ouais, puis rajoute à ça la réaction de toute l'histoire de Zelensky en fin de semaine. C'était pathétique. Hey, calmez-vous les nerfs. Là. Voyons, le leader du monde libre. Hey, le leader du monde libre. Calmez-vous les nerfs. Tu as parlé des boomers puis de leur réaction dans toutes sortes de puis on voit les sondages. Hey, c'est plus évident. J'avais jamais remarqué ça. Je sais pas. Est-ce que c'est nouveau qu'on a régulièrement des sondages avec les groupes d'âge? Il me semble qu'on n'avait pas ça avant. Je pense que ça, c'est encore plus important que les régions. Ouais. Ça nous montre le décalage. Puis, depuis quelques semaines, j'avais même vu aussi qu'il y avait des X, mais là, les derniers sondages nous montrent vraiment que c'est le 65 ans et plus, donc c'est vraiment boomers all the way. Ils ont encore un impact incroyable. C'est eux autres qui font bouger l'aiguille sur comment on gère une crise, comment on oriente nos politiques publiques, comment on va orienter probablement les prochaines campagnes électorales. C'est probablement comme ça que Poilievre regarde la patente. Trudeau, les libéraux, même chose au Québec. Parce que, hey, juste pour le Parti conservateur du Québec, on s'entend que les gens de 65 ans et plus meurent tous d'une grippe chinoise, mettons, dans 5 ans, et ils passent d'une possibilité de... On va être rendu quasiment à 30 députés. Ouais. Ben oui, c'est excellent. Là. Je regardais les sondages, là, juste une maths électorale. Il faut que vous réalisiez que c'est pas winner takes all. Là. Ben oui, c'est winner takes all parce que c'est lui qui a le plus de... Mais tu sais, quand il y a 2 ou 3 partis dans la game et qu'il y a des partis qui ont une espèce de vase communicant de voteurs, comme c'est le cas avec la CAQ et le PQ, puis même QS, là-dedans, il y a comme un genre de petit pool de monde, là, tu sais, nationalistes qui vont pas voter libéral, qui vont pas voter conservateur. Ce monde-là, ça se divise d'une certaine manière. Fait que dans la région de Québec, je regarde les chiffres, que le Parti conservateur soit nez à nez avec le PQ, c'est extrêmement positif. Là. Pour y avoir 10-12 comtés dans la région de Québec, peut-être potentiel avec, mettons, Chaudière-Appalaches, Beauce, même centre du Québec aussi. Toutes ces régions-là, là, ça pourrait se diviser, puis ça pourrait être très, très payant pour les conservateurs. Maintenant, ce que je remarque, je sais pas si tu as vu aussi une donnée qui crève les yeux, c'est que je pense que c'est 2/3 des femmes qui voteraient pas pour le Parti conservateur. Puis ça, là-dedans, tu as une grosse job des médias
désinformateur sur l'histoire de l'avortement, toute la question de la femme. Ça, c'est une désinformation permanente depuis des années à l'effet que les conservateurs égalent interdiction de l'avortement, alors que c'est totalement faux. Au Canada, c'est plus le cas. Ça n'a jamais été le cas pour le PCQ au Québec. Donc ça, tu vois, il y a quand même dans l'inconscient collectif, surtout du côté féminin, il y a du travail à faire. Je le vois des fois, tu sais, des filles, ouais, mais là, je l'aime bien, mais là, l'avortement, ben, les conservateurs sont pas contre l'avortement. Ah oui, tu penses? Ben non, je suis certain, esti. Fait que ça, tu vois que ça a été, il y a du monde qui ont été littéralement brainwashés par les médias puis l'inconscient collectif, là, sur ces enjeux-là. Il y a beaucoup de travail à faire, là. Ouais, mais ça. Est-ce que, t'as vu que même mettons qu'il y avait une élection, là, mettons qu'Éric Kerr s'en va, t'as vu que dans Chauveau, je pense que c'est Chauveau, ou la pelleterie? La pelleterie, oui. C'est la pelleterie. Donc, dans la pelleterie, il y a une victoire facile quasiment, là. Puis Stéphane Lachance avait fait une job extraordinaire pendant la campagne. C'est un qu'on oublie, qui a fait un excellent candidat, puis il a fait une excellente campagne, puis malheureusement, c'est les boomers qui l'ont brisé à Ancienne-Lorette pendant Mais les résultats étaient quand même très surprenants, c'était bon. Mais là, on s'entend que l'histoire de Trump pour Éric Kerr et pour la CAQ en général, pour Guilbeault, pour Legault, pour, je ne sais pas trop qui manque là-dedans, ça, là, c'est un cadeau du ciel, ce qui vient d'arriver, les histoires de tarifs, parce qu'eux autres étaient fourrés avec ça, pas à peu près. Et moi, je pense qu'il y aurait eu énormément de pression sur Éric Kerr pour qu'il démissionne, puis que finalement, Éric se présente dans la pelleterie, puis qu'on ait peut-être une dernière année avec un Éric Duhem présent à l'Assemblée nationale. Ils viennent de s'en tirer, là. Ça a tombé mort, cette histoire-là. Là. Ouais, je pense qu'à part des accusations criminelles, il n'y a pas grand-chose qui peut forcer un député à démissionner. Là. On est pogné avec, malheureusement, puis le gars... Oui, t'as raison, mais il est comme dans une genre de crise émotive où il braille tout le temps. Donc là, dans ce temps-là, si, mettons, la pression continue, le gars, il dit, gars, je suis plus capable, m'en va. Parce qu'il ne peut plus sortir nulle part dans... Ouais, je sais. On a toujours pogné avec des insignifiants de même qui sont accrochés à un chèque de l'Assemblée nationale. Ce monde-là sont jamais éliminés. C'est ça le problème. Il y a l'autre aussi dans le Tabasco qui est candidat pour les conservateurs fédéraux. Crissez-moi ça dehors. Forcez-le à démissionner puis ça crée une partielle. Là. Voyons, Poilievre, il attend quoi? C'est pas normal qu'il y ait un gars qui soit candidat pour le Parti fédéral qui attend encore son chèque au provincial. Alors qu'il pourrait donner un coup de main aux conservateurs du Québec. Je vais le faire en faisant ça. Ben oui, là, ça, c'est pas fort. Là. Honnêtement, là, ça, c'est... Le caucus québécois, là, c'est pas fort, ça, là. On dirait qu'on se nuit. By the way, puis tu sais, le grassroots du PCQ est plus gros que le grassroots du PCC, là, au Québec. Oui. L'organisation, en général, le PCC, il y a personne, là, à peu près, là. Donc... faut qu'ils regardent ça de manière réaliste un peu. Puis je regarde des bons candidats, Constantinos Merakos dans Chomédé, Grace Daou. Il y a beaucoup de candidats issus du PCQ qui pourraient gagner. Là, ça pourrait faire des députés fédéraux, ça, là, pour le Parti conservateur fédéral. Donc, je comprends pas pourquoi que ça bloque. On a vu le nouveau sondage de Léger Marketing qui est sorti, puis qui avait le dernier sondage de Léger mettait quasiment je pense qu'il était né à nez. Donc, il était né à nez les libéraux de Carney avec Poilievre. Et là, on l'a senti un peu, là, surtout avec une gaffe, 2 gaffes, 3 gaffes, mais je sais pas même si la dernière gaffe, l'histoire des chips là, dans les processeurs, les patentes de même, c'est dans ce sondage-là, je pense pas. Mais la balloune Carney commence à dégonfler, puis là, le sondage nous montre que ça dégonfle assez vite, et on est en train de retrouver quasiment les chiffres de Trudeau entre le libéraux et les conservateurs. Donc, c'est en train de se replacer pas mal là, au niveau fédéral, d'après ce sondage-là. Mais je suis pas surpris, parce qu'on a l'impression que l'histoire de Carney s'est essoufflée. On le sent là, alentour de nous autres, que ceux qui mais je l'aime, je trouve qu'il a un discours balancé, il a l'air d'un gars crédible, capable de négocier avec Trump. Finalement, plus ils l'entendent, plus ils trouvent qu'il est bien ordinaire. Ouais, écoute, il y a quand même il y a probablement un effet Kamala. Là. Il y a plusieurs personnes qui le disaient, dont nous. Là. Je pense qu'à l'annonce, il y a eu un effet un peu comme on a vu avec Harris en juin, là, quand elle a pris la pole de la campagne. Il y a un effet de nouveauté. Là, il y a aussi, il y a beaucoup de contradictions qui ont fait mal dans les dernières semaines. Là. Il avait pris le crédit pour la crise financière. Finalement, ils ont dit non, parler pendant que Jim Flaherty est décédé, puis là, tu parles comme quoi que toi, t'as sauvé le Canada. Je pense qu'il y a beaucoup de monde qui n'ont pas aimé ça. Il y a eu beaucoup de contradictions aussi. Puis t'as vu, là, tu sais, Carney Lies, il y a eu une espèce de trend viral sur X où après tout le monde riait de lui. Ça a probablement pesé un peu. Mais moi, je veux dire, je suis quand même encore très inquiet de voir des prises de position du Parti conservateur qui font fuir des votes par dizaines de milliers, là. Par dizaines de milliers. Moi, je pense que l'Ukraine, il faut arrêter de parler de ça.
faut arrêter de parler des contre-tarifs. Faut plutôt bâtir des ponts avec l'administration Trump, qui a un agenda qui est largement partagé par la base conservatrice au Canada. Moi, je pense que ça, c'est très problématique de la campagne Poilievre à l'heure actuelle. Puis c'est un candidat que je supporte depuis le jour 1, là, en passant. Fait que les conservateurs qui veulent me faire la leçon, là, vous étiez où quand on levait de l'argent pour Poilievre, ce qui n'était même pas candidat, là. Fait que ça, vous allez prendre votre trou, là. Fait que moi, je suis inquiet de tout ça, parce que moi, ce qui me fait peur, c'est qu'on gagne minoritaire. Si on gagne minoritaire, on perd une opportunité historique dans l'Occident, là. Dans la politique conservatrice occidentale, on peut pas être minoritaire à l'heure actuelle. Faut que les conservateurs soient élus majoritairement. Ça prend une vague massive de conservateurs partout dans le reste du pays. Même au Québec, sur l'île de Montréal, dans la région de Québec, centre du Québec. Le Québec peut pas être en marge de ça, là. Puis on va pas gagner en tentant de ménager la chèvre et le chou au centre, puis en trollant notre base constamment avec des enjeux comme ça qui nous donnent absolument rien, là. Comment tu t'attends, si on revient sur l'histoire des tarifs, c'est quoi tu penses que ça va finir comment, cette affaire? D'abord, premièrement, est-ce qu'on en a pour... Est-ce qu'on va avoir ce genre de crise-là pendant 3 mois, pendant 6 mois? Est-ce que ça va être vite? Et comment ça va finir? Tu sais, tantôt, je te posais la question sur le fond de tout ça que j'ai de la misère à trouver. Puis peut-être que Trump et sa gang le savent, c'est quoi leur objectif, vraiment l'objectif, puis qu'ils nous le disent pas tant que ça. C'est peut-être une renégociation complète du libre-échange où il y aura le moins de protection possible, le moins de douane possible. Je ne sais pas comment ça va finir, mais je veux t'entendre là-dessus. C'est sûr que ça ne peut pas toffer. On l'a vu, les marchés n'aiment pas trop ça. J'ai l'impression que lui-même, hier, on le voyait, qu'il est obligé de l'expliquer un peu. Il y a des gens qui ne sont pas très à l'aise avec ça. Il y a probablement des gens dans la Chambre, il y a probablement des gens au Sénat qui ne savent pas trop vers quoi il s'en va avec ça. Donc, j'ai pas l'impression qu'il va traîner ça hyper longtemps. C'est trop diviseur. C'est surtout avec des alliés. Mais ça va finir comment? As-tu une idée de ça ou t'es comme moi, t'as pas sacrément d'idée de comment ça peut finir? Écoute, on sait pas où ça en va avec ça. On sait pas c'est quoi l'objectif de politique de ça. Écoute, puis encore une fois, je dis des affaires. Je répète, il dit des choses des fois. L'autre, il avait dit dans la conférence de presse que je parle il y a 2-3 jours, il dit les manufacturiers automobiles au Canada, en passant, M. Trump, c'est Ford, GM, Stellantis. Là. Ce monde-là, ça doit sonner au cabinet du président. Mon gars, ça doit être incroyable. Tu sais, Mary Barra, d'après moi, quand elle appelle à la Maison-Blanche, il y a quelqu'un qui rappelle. Contrairement à Trudeau, là, la CEO de GM, là, quand même très respectée dans l'industrie. C'est quand même drôle, je faisais remarquer hier, Jeff, cette industrie-là a quand même été forcée par le régime. Tu sais, ça a commencé sous Obama. Après ça, ils ont eu un petit break avec Trump. Mais après ça, avec Biden, ils ont été forcés avec la transition énergétique, la transition électrique. Oui. Transition forcée. Ils ont été obligés. Puis par la suite, là, ils sont forcés d'amener les usines aux États-Unis par Trump qui dit qu'il va y avoir des tarifs sur tout véhicule fait à l'étranger. Tu as vu Honda qui a déménagé du Mexique aux États-Unis. Oui. Donc, tu sais, écoute, l'industrie automobile est constamment brassée par le politique pour réaménager son offre de produits puis de production. Non, mais eux autres, ils disent, là, de ce que j'ai cru comprendre, autant la gang de Stellantis que d'autres, là, ils ont dit, là, c'est parce que c'est beaucoup plus complexe que ça. On a besoin du Canada pour les pièces, on a besoin du Mexique pour telle affaire, on est une industrie qui est intégrée dans les 3 pays. Intégrée. On ne peut pas se débarrasser de même de un et l'autre, ça ne marche pas. Et là, ça va finir par des augmentations de voitures de 2 000, 3 000, 3 500 sur des modèles qui habituellement valent 30 000 US ou 35 000 US. Donc, ça n'a pas de sens. Donc, il y a une fin à ça. Ça doit sonner pas à peu près, là. Ça doit appeler. Des grosses compagnies, là, même affaire. Quelqu'un me faisait remarquer hier, tout le programme des F-35, je pense qu'il y a une bonne partie des pièces qui est faite dans la région de Toronto, même Montréal ici. General Dynamics sont des usines ici de munitions, je pense. T'as Pratt & Whitney. Voyons, c'est gros, ça, là. C'est intégré. Ça fait 50 ans que ça dure, ça, là. Que cette industrie-là s'est bâtie. Fait que, ça, je pense qu'il va devoir reculer là-dessus. C'est pas soutenable. Premièrement, il va reculer parce qu'il y a probablement des pressions qui sont faites. C'est là, je pense, le grand allié du Canada dans ce dossier-là. C'est les firmes américaines qui ont des chaînes de production intégrées, qui vont dire à un moment donné aux républicains, regarde, guys, ça marche pas, là. Ça fonctionne pas. Le coût, là, pour arriver à ce que vous voulez est trop élevé. C'est pas un bon deal pour les Américains overall. Mais tu sais, moi, je continue de penser qu'il y a une majeure partie de ça. Oui, même s'il y en avait parlé en campagne, des tarifs, ça, l'antagonisation du Canada, c'est encore dirigé envers Trudeau. Puis je trouve que les conservateurs saisissent pas l'opportunité
de parler à Trump one-on-one, de dire, regarde, il va s'en aller, on va être élu, let's build something, bâtissons la puissance nord-américaine. Puis il faut le dire, l'Europe, oui, c'est sur papier, c'est notre allié, mais c'est un opposant. C'est un opposant économique, c'est maintenant un opposant idéologique. Oui. En passant, une majeure partie des bureaucrates non élus puis des dirigeants européens sont plus proches idéologiquement de la Chine que des États-Unis. Donc, choisissez votre camp. Là. Si vous voulez faire une alliance avec les pays d'Europe, les puissances nucléaires européennes, des soi-disant puissances nucléaires, ça n'a rien à voir avec les États-Unis et la Russie en passant. Là, vous avez une coupe de missiles qui rouillent dans des sous-marins dans le quai, dans le nord de l'Irlande. Là. On est loin des missiles intercontinentaux russes. Ben oui. Donc, ben oui. donc, si c'est ça que vous voulez choisir comme futur... Ça, ben oui, je vois aussi des conservateurs... on va rebâtir la marine canadienne. Le Canada ne sera pas une puissance militaire mondiale. Si vous êtes complètement sauté sur le crâne, c'est quoi cette affaire-là? Ben non, le Canada devrait être un genre de force de paix. À la limite, notre armée, ça devrait être ça. Les casques bleus, aider les désastres naturels partout dans le monde, défendre notre territoire. Mais on n'a rien. Pourquoi qu'on réinvestirait une partie substantielle de notre PIB? Moi, je suis pas super d'accord avec ça, là, dans le discours de Poilievre non plus, de rebâtir l'armée. OK, fine. Avoir une armée minimale pour défendre notre territoire puis une force de frappe. Mais t'es mieux d'avoir une alliance avec les États-Unis pour dire, oui, il y a un grand territoire qu'on n'a pas. Ben oui, t'as pas d'avantage. Aucun avantage. Hein. Tu sais, on arrive dans le fight, c'est comme s'il y avait deux grizzlies qui se battaient, puis t'as une espèce de chihuahua qui arrive en arrière, qui mord une patte. On va faire quoi? Ouais. Ben oui. Non, c'est n'importe quoi. Puis là, on a fait engraisser le chihuahua un peu pour avoir l'air plus gros. Oh, c'est encore un chihuahua pareil. Là. Et ben voilà pour Joe Hamel. On a facilement un autre 30-35 minutes avec Joe, peut-être même 40 pour la version Prime si vous en voulez plus. OK? Stand-by pour également le boursicotage de Jerry parce qu'on est mercredi. Et on a Frank. Yann est en break. Frank est stand-by. On vient. Radiopirate.com. Enfin, pirater, c'est légal. Radio Pirate. Every hour. Juste du bon stuff. Radio. Get pirate or get out. Oh. Il y a une petite boîte. Il y a une petite boîte. Ding, ding. Il y a une petite boîte. Jerry, on boursicote, on est mercredi. C'est la boîte boursicotage. Et la boîte boursicotage vous est présentée par NAIA, la North American Immigration Agency. Sont-ils incroyables, eux autres? Tu sais, notre entrevue avec Carl Olivier. Quelle entrevue? Ben, moi, j'ai eu des rebounds de cette entrevue-là, vraiment. Là. J'ai eu plusieurs messages. Moi, on dit « Wow, OK. » C'est du concret parce que, tu le sais, Jeff, il y a du monde, il y a des Québécois qui ont un rêve, en fait, compte, de vivre un jour aux États-Unis, où ils ont une business, sont tannés de faire affaire au Québec, ils veulent immigrer aux États-Unis. Là, tu te dis, ouais, comment faire? Ça peut être compliqué, tu ne sais pas trop par où aller. NAIA, donc, c'est facile de les rejoindre, pirate@gonaia.com. Donc, vous voulez aller aux États-Unis, vous voulez ouvrir une business. Eux autres, ils ont une grande variété de franchises aussi. Vous voulez avoir un commerce là-bas. Ils vont vous aider. Toutes les questions que vous avez à poser. Vous êtes professionnel. Donc, vous avez des questions à poser pour... Je dis, moi, c'est mon rêve de vivre aux États-Unis, de changer ma vie, d'aller vivre là-bas. Vous avez une entreprise ici, la déménager là-bas ou avoir une filiale. Vous voyez, toutes les questions qu'on peut se poser. Surtout avec tout ce qui se passe en ce moment. Là. Ben voilà, exactement. C'est sûr qu'en ce moment, vous avez peut-être besoin de deux entreprises, une entreprise canadienne, une entreprise américaine. Plusieurs l'ont déjà fait pour toutes les raisons qu'on connaît, pour éviter des taxes de ci, des taxes de ça. Donc, mais là, plus que jamais, peut-être que vous êtes dû pour avoir une filiale américaine. Donc, les boys sont vraiment sur le poste là-dessus. Là. Oui, puis par rapport aussi au visa, puis par rapport aussi aux questions, par rapport à ce que Trump a annoncé, la Gold Card. Voilà, ben, il y a plein de questions comme ça. Eux autres sont là pour vous répondre. Donc, facile, pirate@gonaia.com. Puis ça va leur faire plaisir de vous répondre. Est-ce que je peux juste te commencer un genre de breaking news qui appuie les dernières choses qu'on a eues pour une élection le 28 avril prochain? Donc, l'élection fédérale, on sait que Trudeau nous a annoncé qu'il ne partirait pas même avec un nouveau chef. Il dit que l'époque est trop importante puis qu'il y a une période de transition
et qu'il serait premier ministre, pas même si le Parti libéral a un nouveau chef. Moi, je vous ai dit depuis longtemps que Trudeau ne partirait pas. Il va s'accrocher. Je pense même qu'il va se représenter de Papineau. Il va réessayer de reprendre le parti dans quelques mois, au pire dans un an et demi, mais ça va arriver assez vite. Et là, les dernières déclarations de Conspi Jeff ont été quasiment confirmées par Trudeau lui-même dans les dernières heures. Et là, je vous dirais que l'élection va être assez rapide. L'élection va être assez rapide parce qu'on parle toujours du 28 avril. L'autobus du Bloc québécois est en train d'être préparé aux couleurs du Bloc et elle doit être livrée, c'est la demande du Bloc québécois, elle doit être livrée pour le 14 mars. Hey, c'est là? C'est là. Hein? Parce que tu sais que l'autobus, ça ne se fait pas d'une nuit, là. Tu comprends? Tu sais, tout le gros sticker dessus, les faces, les patentes qu'ils mettent à l'entour de l'autobus, là. Ça se fait pas en 24 heures. Là. Ça prend un peu de temps. Donc, ils ont demandé que l'autobus soit prêt pour le 14 mars. Wow! Ah, c'est plus vite que je pensais. Mm-hmm. Donc, on aurait 6 semaines d'élection. 6 semaines d'élection? Ouais. Mm-hmm. On commence avec quoi dans le boursicotage, mon ami Jerry? Regarde, c'est le président Trump qui en a parlé à un moment donné. C'est Trump, à un moment donné, il parlait du Groenland, après ça du Canada, puis après ça du Mexique, puis après ça du Panama. Du canal de Panama. Oui, le canal de Panama. Le canal de Panama, c'est... Donc, sur le Groenland, il a quand même précisé, là, on se demandait, on s'en doutait, là, mais il l'a confirmé. Il y en a qui disent « il va aller voler le pétrole là, il va aller... » Non. Sécurité. Moi, je pense que ça fait partie d'un plan pour que les États-Unis se débarquent graduellement de l'OTAN et qu'il y ait une protection qui est quasiment à 100% uniquement américaine. Voilà. Et ça passe par l'Alaska d'un bord, le nord du Canada, le Groenland pour l'Europe quand ça s'en vient, jusqu'au canal de Panama. Et sur le canal de Panama, il en a parlé pas mal, là. Oui, il en a parlé pas mal. Puis là, ça vient de se régler là. Parce que Trump parlait justement de la présence des Chinois au canal de Panama. Puis que l'histoire, c'est qu'il y a une entreprise chinoise qui était grandement actionnaire du canal de Panama. Là. Donc, c'est des histoires inventées, ça, la Chine avec le canal de Panama, c'est n'importe quoi. C'est pas n'importe quoi. On peut le trouver ça facilement sur le web. Non. Là, c'est un consortium chinois de Hong Kong. Hong Kong, dernière nouvelle, c'est la Chine. Là. C'est plus le Hong Kong britannique, là. Non, depuis 1997. Donc, il y a eu ça a commencé en 97, quand la reine est allée, puis après ça, c'était 5 ans plus tard, c'était goodbye, là. C'est China. Mais eux autres, on connaît les Chinois. C'est-à-dire, les Chinois, beaucoup de présence chinoise en Afrique, pour les mines, les ci, les ça, énormément d'investissements. Puis ils s'entendent aussi avec les gars là-bas pour... on s'entend-tu pour la Chine a pris le contrôle de l'Afrique. Là. Ben oui. C'est une évidence. Là. Et le canal de Panama, ben il y avait une partie du canal qui appartenait à un énorme conglomérat de Hong Kong. Et là, le deal est fait. C'est BlackRock. BlackRock, ils ont de l'argent. Ouais. BlackRock ont monté un genre de consortium. Donc, ils vont dépiler 22,8 milliards de dollars pour racheter l'entreprise chinoise de Hong Kong. Donc, les intérêts, il n'y aura plus d'intérêts chinois sur le canal de Panama. C'est un souhait de Trump. C'est un souhait... Puis, en fait de compte, une bonne poignée de main avec le boss de BlackRock. Puis, eux autres, c'est un placement. En réalité, les autres, c'est un placement. C'est un placement parce que c'est un canal qui est assez payant quand même. Pas mal de bateaux qui passent par là. C'est une autre victoire de Donald Trump en passant. C'est une victoire de Donald Trump. Avec beaucoup de victoires en l'espace de quelques semaines. On peut-tu le dire, pour un gros cave, il n'est pas pire. Puis ses relations, puis tout ça. Puis veut pas... juste dire de même, BlackRock, le code, c'est BLK sur le Nasdaq. Donc, il donne 2,quelques% de dividendes. C'est un blue chip américain. Là. C'est-à-dire, c'est une des plus grosses compagnies au monde comme gestionnaire d'actifs. C'est immense, BlackRock. Je pense son numéro 1 au monde présentement. Donc, ça peut être un blue chip de portefeuille
un genre de 2,quelques% de dividendes, ronron, patapon, tu t'en vas avec ça. Puis, by the way, si on pense, puis ça, tu n'avais parlé il y a 2-3 semaines, un mois, si on pense que le dollar canadien va un peu s'affaiblir, puis on pense que le dollar canadien va être moyen dans les... Ben, si tu achètes en ce moment des stocks américains, je pense pour le long terme, pour le day trading, puis ça ne change pas trop grand-chose, mais pour le long terme, ben, si le dollar canadien continue à baisser, ben, toi, ton placement en dollars américains va prendre de la Si le valeur. dollar a perdu 5%, tu gagnes 5% juste sur la devise. Juste la devise en étant actionnaire, donc dans tes portefeuilles d'actions américaines. Donc, je trouve que les actions américaines, oui, il y en a qui disent, oui, je comprends, là, tu veux dire, tu as toujours des analystes, on va dire, en ce moment, le marché américain, il est assez élevé, puis telle affaire. Mais il y a des winners à travers, il y a des belles compagnies qui donnent des dividendes, mais il faut les trouver, il y en a plein. Puis surtout, ce qui se passe en ce moment avec l'histoire de l'instabilité reliée aux tarifs, on sait que c'est passager, là. Il y a peut-être des opportunités là de rentrer dans quelques temps. Là. J'en suis convaincu. Hey, le Bitcoin, un petit... Ben, il y a un autre petit coup par en haut après avoir eu un petit genre de petite grippette de 24 heures. Grippette. Déjà, on est parti d'en haut. La face, c'est qu'on voit la force, puis ça, c'est pas une joke. On voit la force des moyennes mobiles. Je sais que c'est technique un peu, je sais que c'est du boursicotage, mais il faut en prendre conscience. T'sais, les moyennes mobiles, c'est le prix, c'est la moyenne du prix, moyenne mobile 200 jours, des 200 derniers jours. Moyenne mobile 50 jours, c'est la moyenne du prix des 50 derniers jours. Un day trader n'utilise pas ces moyennes mobiles-là, parce que le day trader, il utilise des moyennes mobiles de minutes. Oui. Puis lui, sa vision, c'est la journée. Tandis que toi, ta vision, mettons, c'est 6 mois, mais il y en a d'autres que leur vision, c'est à long terme, 2, 3, 4 ans, 5 ans sur un placement. Le day trader, lui, c'est la journée. Donc, lui, une moyenne mobile 200 jours, ça ne dit rien. Lui, il regarde des moyennes mobiles minutes, demi-heure, heure. Vous voyez un peu la patente, là? C'est une autre mentalité, là. Donc, de trading. Mais on l'a vu, le Bitcoin, il est allé... La moyenne mobile 200 jours est à 82 700, ou dans ce coin-là, dans le coin de 80. On va dire 82 000 pour aller. Était là. Mais quand le Bitcoin est descendu, là, il doit avoir une roche. Il est descendu à son 19 000. Boum, il est fini où? Parce qu'il il finit la journée à 84 000. Donc, tu vois, ce support-là a tenu. Après ça, il est reparti, parce que Trump a parlé, il est reparti de 84 à 94. T'as peu, là. C'est 10 000. Là. En combien de temps? Au moment où ça a pris 24 heures. Boum, 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 10 000. On repart par en haut. Là, on redescend 87, on est à 89 500, je pense, en ce moment, grosso modo. Mais ça, c'est pour... Ce qui s'est passé dans le Bitcoin dernièrement, OK? C'est une salutation. Le Bitcoin, c'est comme si le Bitcoin vous faisait un bye-bye. C'est une salutation du Bitcoin pour... les gens qui ne sont pas habitués à ce genre de valeur-là. Il y a du monde intrigué par le Bitcoin. Ils vont acheter, OK, on va acheter, mettons, même des ETF à Bitcoin. Mais ton ETF, il va bouger le même pourcentage que le Bitcoin, lui aussi. Fait que c'est tough d'acheter quelque chose puis d'être 15-20% en bas après 3 jours. C'est pas fait pour tout le monde. Et là, l'histoire, c'est que faut se connaître. Puis ça, souvent, le monde, ils sont shakés par ça. Oh, si ton stock il baisse de 20% en 6 mois, tu dis, ça va avoir mal. Mais là, c'est pas 20% en 6 mois. Là. C'est 20%, tu es en train de manger ton steak haché le jeudi soir, puis le samedi matin, tu te lèves avec ton déjeuner, puis tu regardes, là, tu fais qu'est-ce qui se passe? Puis le vendredi, tu es en congé, tu n'as rien vu. Boum! Ben, c'est ça le Bitcoin. Là. Puis pas juste ça. Pensez à ça 2 secondes. Quand le Bitcoin était à 19-20 000, au début, ça fait combien de temps de ça? Ah, ça fait pas longtemps. Au début 2023. Début 2023. C'est comme si on parlait. C'est comme si on parlait d'il y a 20 ans. Non, ça fait pas longtemps. C'est juste là, en arrière de nous autres, là. Ben, quand le Bitcoin il était à 19, 20 000, 21 000, il variait de 500 pièces dans une journée, puis le monde suintait, là. Voyons.
Mais là, les pourcentages étaient élevés. C'est pour ça que les chiffres, plus que le Bitcoin va monter, mettons qu'il repart par en haut, le Bitcoin, là. On se ramasse. Là. Puis il repère son haut, 108 000, 110, 115, 120 US, 140 US. Mais à un moment donné, il va falloir s'adapter à ça mentalement. Tu dis, hey, Chris, ça a monté à 140 puis ça a descendu à 120. Ben, c'est plus qu'il va monter, plus que les variations vont vous donner du tournis. Là. Mais si vous n'êtes pas prêt à ça, touchez pas au Bitcoin. Parce que vous allez... À un moment donné, il faut vivre. Puis je comprends qu'il y a du monde qui sont plus... Comment dire? Qui sont plus échaudés, si je peux dire. Ils sont pas hâte de voir ça. C'est pas compliqué, ils sont pas hâte de le voir. Je me promène un peu dans mes affaires du boursicotage. Parce que j'ai quelqu'un proche de moi, OK, dans mon entourage, qui a toujours... a fait affaire avec un courtier. Mais cette personne-là est toujours client avec un courtier. Très bon service. Après ça, il a commencé un peu à faire des placements personnels. Tu veux dire des petits fonds là, achetés à la banque. C'est correct, c'est parfait, numéro 1. Et là, veut pas, l'appétit du trading arrive. Bon, au début, tu sais pas trop, tu as peur un peu. Et là, cette personne-là a embarqué, justement. Et le conseil que je lui ai donné, j'ai dit, regarde, donc tu commences là, on commence petit, puis plus tard, on mettra un petit peu plus d'argent. Mais en ce moment, on commence petit, on regarde un peu comment que ça marche. Et la plateforme Wealth Simple, il y a Simple dans le nom, c'est simple. Là. Cette plateforme-là, by the way, parce que souvent, eux autres ne sont pas reliés directement. Tu sais, c'est pas, mettons, une banque. C'est pas ATD, c'est pas Disnat avec Desjardins, c'est pas la Scotia. Wealth Simple, eux autres, en arrière d'eux autres, ben, c'est Power Corporation. Ah! Donc, c'est solide comme du rock. Là. Cette plateforme-là, Jeff, est tout à fait extraordinaire. Parce que je veux pas... C'est pas une question de faire de la pub. Je ne suis pas payé pour faire de la pub. Là. Je suis payé... comment dire? Je suis là pour vous dire les faits. Cette plateforme-là, moi, je la connaissais, mais je n'avais pas taponné ben après. Là. Elle est tout à fait fantastique. Là. C'est fantastique, Wealth Simple. Donc, ouvrir votre compte, choisir vos comptes, REER, CELI, la patente. Tout est clair, tout est facile. Tu sais, c'est pas compliqué. Puis pour quelqu'un qui commence à la bourse, puis genre, j'ai un petit 2 000, 3 000, 5 000, ou une patente, je veux commencer. Je veux voir de quoi ça a l'air. Cette application-là, ce site-là est fantastique. Là. Vraiment, c'est vraiment extraordinaire. Regarde, j'ai fouiné un peu, j'ai eu la chance, parce que j'ai regardé ça un peu, puis j'ai dit, c'est vraiment bien. Je la connaissais, mais pas à ce point-là, puis j'ai trouvé ça vraiment, vraiment le fun. Tesla, question. Tesla, ça va? Les tabarouettes. Tesla, hier, a closé quoi, 272 piastres ou dans ce coin-là. Et Tesla a perdu quoi, un tiers de sa valeur depuis son haut. Le haut, c'est 480 ou dans ce coin-là. Mais les chiffres sont pas bons. Là. Les chiffres de vente, ils viennent de sortir encore les chiffres de vente de l'Allemagne ce matin. Là. On est décalé de quelques heures. Là. Voilà. Mais les chiffres sont très mauvais. Là. Oui. Les chiffres sont mauvais. Qu'est-ce qui va faire revenir? Parce que il y a une réflexion. Okay? La réflexion. Auto électrique, au début, c'était l'affaire la plus extraordinaire qu'il n'y a pas. Après ça, on s'est rendu compte que auto électrique veut dire personnes qui ont les moyens de l'acheter. Monsieur, madame, tout le monde ne peut pas s'acheter un char électrique, trop cher. Trop dispendieux. Donc, après ça, là, tu as des modèles à 80 000, 100 000, des affaires. Là, après ça, on peut avoir des modèles un peu moins chers, dans 55, 60, 65, 70 000, un peu dans ce coin-là, mais quand même assez dispendieux. Mais l'avenir de l'électrique, l'électrique va rester. Mais l'avenir, ça va être quoi? Moi, je pense qu'on a pogné le pic. Oui, voilà, on a pogné le pic, mais l'avenir, ça va être la voiture, la deuxième voiture. La voiture citadine. Oui, mais il va falloir que Tesla, s'ils veulent continuer à aller chercher de la progression comme ils ont eu au cours des dernières années, il va falloir qu'ils arrivent avec un moteur, avec un modèle hybride. Peut-être, mais Tesla, en ce moment, puis on n'entend pas trop parler, Tesla, il travaille sur le modèle Q. Attends, OK.
à la blague, il y en a qui disent c'est la Tesla 2. Mais c'est pas la Tesla 2. Puisque Tesla 3, c'est le petit modèle. Tesla 2, c'est comme si c'était le. Mais c'est le modèle Q. L'usine à Shanghai, en ce moment, d'après du monde, il commence à fabriquer le modèle Q. Le modèle Q, on parle de quoi? Véhicule à 28 000 US. Avec une batterie une petite batterie, avec la petite batterie de Tesla. Petite batterie de Tesla, modèle moins cher, voiture, autrement dit, un peu plus compacte que la Model 3. Donc, une Model 3 plus compacte, très cute. Là, on voit des images, mais c'est peut-être pas l'image officielle. Mais en ce moment, Tesla s'enligne là-dessus. Là. Donc, petite électrique, pas cher. C'est ça, là. Ça, là, ça peut être un game changer pour Tesla. Là. Ça peut être le comeback de Tesla, ce modèle-là. Là. Je vous le dis, moi. Parce que tu fais pas beaucoup de kilométrage, tu veux pas trop de taponnage, puis tu vois... Mais est-ce que c'est un genre de SUV ou c'est toujours une voiture? Parce que ça manque de SUV un peu dans la patente de Tesla. Hein? Les gens veulent des SUV. Là. Il y en a ils ont un modèle style SUV, mais c'est un gros modèle dispendieux. Ils n'ont pas de petits... mais ça prend un char pas cher. Ça prend un char pas cher. C'est ça que ça prend. Ça prend un char pas cher. Ça prend un char que tu peux louer avec un petit versement. C'est ça que ça prend. Moi, je pense, pour l'électrique. Et si vous allez, mettons... Mais je vais te rajouter quelque chose. Ça me fait de la peine de dire ça, là. Mais on sait que, même si nous autres, on est dans notre monde, puis même si nous autres, on aime Musk, ce qu'il est devenu, puis comment il agit, puis là, son doge, puis toute la patente, la réalité, la vraie réalité, là, c'est qu'il y a du monde alentour de chez vous qui ont pensé s'acheter une Tesla ou qui en ont une, qui n'en achèteront plus. Là. Il y a beaucoup de gens fous. Là. Oui, c'est ça. OK? Il y a beaucoup de gens de gauche qui sont des haineux et des gens complètement débiles, qui aiment... Elon Musk, c'était comme l'invention du pain en tranches, là, il n'y a pas longtemps. Et du jour au lendemain, il est passé de démocrate à républicain, d'amis de personnes à amis de Donald Trump. Et là, c'est devenu l'antéchrist. Et moi, je pense que dans les ventes, ça a un impact de entre 10 et 20 %. Donc, si Musk veut continuer à faire de la politique à côté sur Trump, si j'étais sur le CA, je demanderais à Musk de se retirer de Tesla. Peut-être qu'il peut le faire, peut-être qu'il va le faire. Ça se peut très bien. Ouais, parce qu'on connaît le monde, là. On est dans l'émotion. Là. Oui. Puis le gars, il est là. Le gars, il a l'air à passer plus de temps. Tout est une question. Tu nourris l'autre gang. Le gars, il a l'air plus de temps à s'occuper. Il a l'air à tweeter beaucoup. Il a l'air à faire beaucoup de choses. Il a l'air à être beaucoup impliqué avec Trump sur le Doge, un paquet d'affaires. Mais là, mettons que je suis actionnaire. Mettons que j'ai beaucoup d'actions de Tesla. Là, je dis, est-ce qu'il lui reste du temps pour Tesla? Parce qu'en contrepartie, je sais qu'il y a des acheteurs potentiels qui ont pris une autre marque. Ils voulaient avoir une voiture électrique, ils ont pris une autre marque. Ils ont dit, là, Tesla, je vais passer mon tour parce que Musk, il m'énerve. Moi, je vois sur mon fil de Facebook beaucoup de monde qui était pro-char électrique qui sont maintenant des anti-Musk. Il faut les considérer, là. Malheureusement, c'est plate à dire. Je comprends. C'est plate de raconter ça, là. C'est écœurant de raconter une patente de même, là. Mais à un moment donné, il faut dire ce que c'est, là. Il y a un lien, il y a un prix à payer pour Musk. Ça n'empêche pas qu'on l'aimerait, là. Mais il nuit à sa compagnie en ce moment parce qu'on est dans un monde qui est divisé en deux. Les bons et les méchants. Et ceux qui se pensent pour les bons ont décidé que Musk était maintenant avec les méchants et ça a un impact sur le choix du véhicule qu'ils vont acheter ou louer. C'est très simple à comprendre. Il n'y a pas une question de m'amour ou une question de il est dans notre gang, il n'est pas dans notre gang. Oui, c'est une question qu'il faut voir clairement. Là. Puis la question qui m'a été posée, du point de vue, parce que là, il y a du monde qui sont intéressés à acheter Tesla. Là. L'action. Il y a du monde, il y a du monde intéressé. Là. Parce que le repli est important.
Mais des replis, il n'a fait pas. Il n'a fait dans sa vie des replis. Là. N'oubliez pas, en 2022, Tesla est passé de 400$ à 100$. Là. Puis, allez lire ce qui se disait en 2002. C'était pas mal la fin de la compagnie. Là. Mais il a fait x4 d'un mois après. Là. Oui, sauf que je ne veux pas être pisse-vinaigre. Là. Il y a une affaire qui diffère avec les moments où l'action... On était sceptiques, bien gros, là, sur l'action de Tesla pendant 15 ans de temps. Bon, oui. OK? Puis on s'est trompé. Donc, on peut se tromper encore. Mais ce que je vois... Je suis allé voir les graphiques de Tesla. Puis les augmentations de revenus, les augmentations de vente d'auto, il n'y a jamais eu de lien avec l'action. OK? Donc, ça a toujours été une compagnie en croissance, en vente de voitures et en chiffre d'affaires. Mais là, 2025 s'annonce comme une année où probablement que tu vas vendre en chiffre absolu moins. Autant en nombre de chars qu'en milliards que tu vends. Surtout aux alentours de 96 milliards de ventes totales. C'est pas sûr qu'elle retombe à 90 milliards. C'est de l'argent, là. Mais ça va être la première fois que le graphique va avoir une patente par en bas. Et ça, moi, je pense que c'est lié à deux affaires, on vient de le dire. Fatigue de l'électrique trop cher. Le tour est fait, la clientèle est servie. Et le fait que Musk fait de la politique avec un des politiciens qui est le plus détesté par la gauche. C'est ça. Et les chars électriques, c'est la gauche. Ça veut dire, si tu veux qu'on fasse. Mais tasse Musk, puis ça va faire d'autres choses. Moins relié à Tesla, puis sort un modèle économique Tesla. Ça se peut que ça prenne 25% dans l'action dans 2 mois. Ben, c'est pour ça qu'elle me demande. C'est pour ça qu'il y a du monde qui me demande c'est quand qu'il faut rentrer dans Tesla. Mais exact. Moi, j'ai pas la solution. En ce moment, la fameuse moyenne mobile 200 jours est haussière. Et haussière? La vague de fond en ce moment est encore haussière, sauf que le stock a descendu. Et qu'est-ce qu'il vient de faire? Il vient de s'accoter sur cette moyenne mobile de 200 jours-là. Encore, gadon, les graphiques, ça parle pas. Oui, les graphiques parlent beaucoup. Mais ils parlent pour une chose, parce que c'est une religion. Il y a beaucoup de monde qui... Warren Buffett, il ne s'occupe pas de ça. Parce qu'il y a une vision différente. Mais il y a beaucoup de traders qui tradent avec le graphique. Surtout la gang de Bitcoin, ça gagne-là. Ça trade avec le graphique. Ils en face dans le graphique à tous les jours. Ils ne regardent plus le femmes, ils regardent des graphiques. Mais l'affaire, c'est que Tesla, la moyenne mobile, à ce moment, elle retient le stock. Donc, moi, ce que j'ai à dire par rapport à ça, il faut que je réponde au monde qui me parle. En ce moment, il est sur son support. OK? Bon, il va peut-être finir la journée vert un peu aujourd'hui, je ne sais pas trop quoi. Il est sur son support. Le prochain support, OK, mettons, on est à 2,15, on fait un chiffron. Le prochain support est à 2,50. À 2,50, dans le coin de 2,50, 2,60, il va fermer un gap. Il y a un gap, il y a une ouverture dans le graphique. Il va aller fermer ce gap-là. Moi, je pense que c'est un excellent point d'entrée dans le coin de la fermeture de gap à 2,50. Voilà. Avis personnel. Voilà, c'est sans qu'on fasse de recommandations d'achat. C'est un good call de notre chum Jerry. Ben, thank you, mon ami Jerry, pour le boursicotage du mercredi. Plus, dans la version Prime. Joe Hamel est stand-by. Et Frank aussi. Online. Worldwide. Radiopirate.com. Évasion. Révolution. Domination. Radio Pirate. Spread the word. Yann et Frank, pas de Yann. Donc, c'est Frank. C'est Frank. Comment est-ce qu'il va, mon ami Frank? Ça va. Écoute, tout le monde le sait, là, ça base pas mal dans les derniers jours dans l'actualité. Es-tu un traître à la nation? Ouais, c'est ça. J'ai de la... Moi, tu sais, ma blonde pourrait te le dire. Là, moi, tu sais, je suis le genre de personne que je spot quelque chose. Si j'ai un move que je veux faire, puis là, elle le sait, elle me connaît. Là. Elle dit, toi, t'es en train de penser à quelque chose. Ben oui. Fait que là, je suis comme... Magazine des affaires. Tu sais, j'ai une laveuse à acheter, mettons. Là, je suis comme, bon, je check toutes les places, je pense à mes affaires, je fais mes calculs. En même temps, c'est comme si ça m'amuse un peu, tu sais, être de même.
Fait que, tu sais, je fais pas ça parce que mais tu sais, je suis quelqu'un qui, en général, j'essaie de penser avant de faire mes moves. Puis quand on tombe dans un mode ultra hystérique, c'est où tout le monde est appelé à réagir très rapidement sur le coup de l'émotion. Moi, je me sens, des fois, je me dis, il faut que je le fasse, tu sais, pour pas manquer à la parade, mais d'un autre côté, je me sens jamais super à l'aise de le faire parce que là, je me dis, OK, je vais dire des trucs, puis aussitôt que ça va être fini, je vais me dire, c'est pas là qu'elle est, tu sais, c'est pas là que je suis maintenant. Un peu ce que tu disais, je t'ai entendu en début de semaine, tu disais, dans ta rant du début, là, tu disais, je suis content d'avoir pris le temps de revoir ce qui s'est passé avec Zelensky puis Trump dans la vidéo complète. Oui. Parce que quand tu réagis sur le coup, tu sais, ta réaction primaire, c'est voyons, Chris, c'est donc ben colon cette affaire-là, puis Vance, c'est pourquoi qu'il parle, lui, c'est quoi son problème? Puis, mais quand tu prends le temps d'analyser, puis moi aussi j'ai été comme toi, là, je l'ai vu vendredi, on n'avait pas de podcast à sortir, la semaine était finie, puis j'ai passé une partie de la fin de semaine là, à me repasser la scène, puis à revoir, tu sais, le build-up qui s'est créé, le non-verbal. Tu sais, au début, ça part bien, tu vois le malaise qui s'installe progressivement, puis tu avais l'impression d'assister un peu à des négos des fois que tu es en privé, puis tu dis au début, tout le monde, ça part bien, puis à la fin, ça se crie un peu après. Là. C'est ça qu'on a vu en réalité, mais ça te permettait de désamorcer tout le monde qui partait dans des chires, de dire... Ah, c'était prévu, c'était un dîner de cons, ils ont fait ça pour le faire ci, faire ça. Moi, je pense que des fois, les gens vont loin, pareil, avec leurs interprétations. Oui, mais si t'écoutes pas le 50 minutes, tu peux pas avoir aucune idée là-dessus. Je suis désolé, là, c'est quelque chose de tellement huge comme histoire que t'es condamné à écouter le 50 minutes, sinon ferme ta boîte. Parce que faut que tu regardes le contexte en général de toute cette histoire-là. Tu peux pas sortir une minute, tu peux pas sortir 10 minutes, faut que tu l'écoutes au complet. Puis la société, maintenant, elle est TikTok. C'est ça. Donc, toutes nos opinions sont faites avec des affaires de 1 minute. Puis ça, c'est dur, se battre. J'en parlais avec ma blonde, justement, l'autre fois. Je disais, tu sais, des fois, ses amis qui envoient des trucs. Puis là, quelqu'un, tu sais, c'est ça à cette heure. C'est vraiment, quelqu'un t'envoie un Reels ou un Short. Ça dure 30 secondes, 60 secondes. Puis là, c'est accompagné d'un commentaire ultra radical. Genre, check lui comment c'est un malade ou check l'autre comment c'est une grosse conne. Puis là, toi, tu dis... Ouais, mais un peu, moi, je la connais, cette histoire-là. J'ai lu là-dessus. Ça fait longtemps que je suis le truc. Cette clip-là a dit quelque chose, mais qui a pas de sens sans le contexte qui va avec. Voici, mais va te battre contre ça. Va te battre contre ça. Comment tu fais pour prendre quelqu'un qui a l'œil collé sur le truc et te dire, regarde, dézoome un peu, là. Hey, si tu te bats, puis là, tu rames tout le temps. Fait que, puis tu sais, c'est un piège dans lequel c'est facile de tomber. Là, on s'est tous déjà fait avoir avec ça. Oui. Tu vois passer un post, tu vois passer une clip. Ah, c'est-tu qui est malade, on réagit. Puis là, il te manque le contexte, mais c'est dur. Puis il y a aussi, comme tu disais, il y a un contexte de temps où on doit prendre le temps de... ce qu'on fait plus aujourd'hui, c'est-à-dire prendre le temps de computer la patente, de digérer la patente, OK? Et ça, on le fait plus du tout. Le contexte dans lequel on est aujourd'hui, c'est que tout le monde doit réagir. Hey, j'ai eu beaucoup de demandes vendredi pour jumper sur le micro puis aller parler de la situation. Puis sais-tu quoi? J'ai manqué le faire. Ouais. Puis sérieusement, ça aurait été un mauvais podcast parce que j'étais pas mon mot était pas bon, premièrement. J'étais pas à bonne place. Puis là, j'écoutais ça. Puis, tu sais, aussi, moi aussi, le vendredi, c'est le vendredi que je fais le matin. Puis je finis plus de bonne heure. Et je tombe dans un mood qui est complètement off. Et là, je viens un peu écœurer des affaires. Tu sais, j'ai un peu tanné de l'époque dans laquelle on est, les sujets qui sont abordés. Donc, je me calisse off. Et là, je pogne ça, puis j'étais pas dans un bon mood. Tu sais, j'étais pas dans un bon mood. Là, j'ai dit, what the fuck, c'est quoi ça encore, tabarnak? Là, dans ma tête, j'ai dit, ah, yes, ça, ils viennent de nourrir toutes les crinqués. Ils viennent de nourrir. Puis là, je suis parti dans une mauvaise track. Et c'est dimanche matin, je pense, où j'ai écouté le 50 minutes au complet. Et là, toute la patente a changé de bord. Okay? Ça prend du temps un peu. C'est ça l'affaire. On dit, faut prendre le temps, mais c'est un exemple, ça. Faut prendre le temps, des fois. Oui, mais c'est plus ça. C'est pas ça aujourd'hui. Ben, écoute, on a un podcast qui sort à midi que les gens peuvent écouter sur le Yann et Frank. On a fait une entrevue avec Denis Julien pour parler des contre-tarifs. Puis, tu sais, il me dit une affaire que j'ai trouvé, que je me suis dit, mais c'est exactement ça. Il me dit,
Il dit, moi, je me connais, avec le tempérament que j'ai, si j'étais en place, j'essaierais de m'interdire de réagir à tous ces trucs-là la journée même. Et là, tu sais, donc là, mettons, il y a une annonce des États-Unis, ta réaction primaire, c'est de dire, mon tabarnak, check bien ce qui va arriver. Ben, c'est un peu ce que Johan fait. Là, tu fais... Johan est plus... Denis est plus cartésien là-dessus. Johan est plus sanguine. Elle est plus sur le coup. Oui. C'est ça, mais ça, c'est une question de tempérament. Mais tu sais, imagine, nous autres, ça n'a pas... À quelque part, ça n'a pas d'incidence d'une certaine manière. Tu sais, tu fais ton post sur X, 2 jours après, tu peux dire « Ouais, j'aurais pas tout à fait dit ça de même. » Tu modifies un peu. Mais ce qui est dramatique, c'est si tu es premier ministre. Oui. Tu sais, de réagir comme... Tu sais, si tu te connais, là, ils doivent ces gens-là, ils se connaissent-tu un peu par rapport à eux-mêmes? Tu sais, quand ils se regardent dans le miroir, là, tu sais, puis ils réfléchissent. Ils doivent bien réfléchir de temps en temps, coucher dans le lit avec la femme ou avec l'homme. Moi, je pense qu'ils sont beaucoup plus caves qu'on pense. Ben, moi, je pense aussi, parce qu'à un moment donné, si tu te connais, tu devrais dire, OK, là, attends un peu, on va prendre une puff un peu. Tu sais, un qui a l'air particulièrement sanguin et hystérique, c'est Doug Ford. Lui, je pense que c'est le plus sauté sur le crâne de la gang. C'est le plus dangereux de la gang. T'sais, lui, il a de l'air d'un gars qu'à l'école, tu l'écœurais, il voulait te battre tout de suite. Là. Il a de l'air d'un gars qui... Ou c'est un gars à l'école qui est un peu grossouillet puis qui s'est fait brasser par beaucoup de monde, un peu rouquin, des gros freckles d'en face, rondelets. C'est fait écœurer, là, c'est sa vengeance. C'est soit un ou l'autre. C'est soit un ou l'autre, mais dans les deux cas, je suis pas sûr que c'est une psychologie qui est très, très bonne pour réagir à des coups. Tu sais, à un moment donné, si t'es dans un combat de boxe, puis tu te fais cogner bien comme il faut par l'adversaire, t'es peut-être mieux de prendre un pas de recul un peu puis d'essayer de remettre tes idées froides plutôt que de dire j'y vais all-in, j'y fais tout ce que j'ai d'en face. Exact. C'est si jamais tu fais une bonne ça stratégie. au prochain round, c'est fini. Ça finit en 3 rounds. Ben, c'est ça. C'est une métaphore, vous comprenez, là, mais c'est pas si loin que ça de la réalité, pareil. Fait que, peu importe le sujet, que ce soit l'Ukraine, que ce soit les tarifs, que ce soit le Gaza, peu importe, je suis pas sûr que tout le temps réagir sur le coup de l'émotion, c'est comme l'opinion. À un moment donné, c'est comme l'opinion instantanée. Tu fais du jello. C'est de la poudre puis de l'eau, tu brasses dans le frigidaire, ça gèle. Ça vient. C'est facile. C'est facile à faire. C'est de l'eau puis de la poudre. Donc, on est dans cette époque-là. Trouvez-moi, OK, aujourd'hui, là, en date d'aujourd'hui, là, trouvez-moi un gars de 50, 60 ans, 65 ans, qui, dans une réunion familiale, va dire au monde que lui, il est pour des drag queens qui enseignent à des enfants dans des bibliothèques. Là. Il n'a plus. Non, attends un peu. Il n'a plus. Mais il y a 1 an, tout le monde tripait ses drag queens. Là. Si t'étais... Des bonhommes de 65 ans tripaient sur des drag queens parce que c'était l'ère du temps. Pas si tu comprends? Mais eux autres, ils étaient... Puis d'être contre ça, c'était vu comme pas fin. Là. Voilà, mais aujourd'hui, si tu dis que moi, je suis pour ça, les drag queens qui enseignent à des enfants des livres sexuels des bibliothèques, ça marche plus. Pas si tu comprends? Donc, ce que je veux dire, c'est que... Le temps fait son œuvre. Voilà, le temps fait son œuvre. Mais on est dans l'ère du ultra rapide. Donc, il faut te donner tout de suite notre opinion. Hey, toi, sur les drag queens, tu en penses quoi, là? Attends un peu, laisse-moi penser 2 minutes. Là. Ouais, c'est bizarre un peu, mais laisse-moi penser. Mais on n'est pas là-dedans. Non. On est dans une autre... Mais, regarde, sur l'histoire des tarifs, tu sais, veux pas, j'ai de la misère. J'ai posé la question à Joamel un peu plus de bonheur. Tu sais, j'ai de la misère à comprendre que, tu sais, je veux dire, moi, je suis average, là. Tu sais, je veux dire, je suis très average. J'imagine que les gens qui sont là sont soit à peu près à mon niveau ou légèrement supérieurs ou supérieurs, OK? Et moi, la première chose que je fais pas, c'est si je colle quelque chose de cave, si je dis les tarifs, c'est cave, puis que je réponds avec des tarifs, il y a quelque chose que j'ai pas saisi dans ma patente, là. Tu sais, je veux dire, si c'est cave, ben, la réponse... Et il doit y avoir alentour de ces gens-là des banquiers, il doit y avoir des financiers, il doit y avoir des gens qui ont... capable de rapidement te dire qu'est-ce qu'il y en est. OK? La réplique des tarifs est pas bonne parce que elle leur fera pas mal. C'est trop petit pour le PIB total qu'ils ont. Ça leur fera pas mal. Et ça va nous faire mal à nous. Nous, en premier.
Tu sais, puis là, ben, le gars, il dit, OK, ouais, mais moi, j'ai envie, là, je veux le corriger, je le déteste, le gros sacrement. Ouais, mais calme-toi, là. Tu vas faire mal à tes entreprises, à tes PME et à ton monde. Ah, c'est pas grave. Calme-toi. Voilà. Calme-toi. Chris, t'as pas mal de Pense faire. 2 minutes. Pense 2 minutes. Tout le monde le dit, là, aujourd'hui, 48 heures après, c'est une mauvaise idée, là. Même le Journal de Montréal, là. C'est une mauvaise idée, très mauvaise idée. Ils l'ont fait pareil. Non, puis c'est ça, puis tu sais, c'était un peu le seul, en tout cas, que j'ai vu dans les mainstream, là, tu sais, je compte Bernier, OK, mais tu sais, dans ceux que tu dis, lui, pourrait être élu, là, le seul que j'ai vu qui a dit tout de suite, pas une bonne idée, c'est Plamondon. Ouais, mais je me suis fait dire que, ouais, mais là, ouais, mais si, je suis capable de dire que ce bout-là, il a raison. On peut-tu le dire encore? Peux-tu, quand quelqu'un n'est pas dans ma gang, dire, he was right, il est sa target? Non, mais là, oublie pas qu'il y a... C'est pas ça que je parle. C'est le seul. Puis s'il y a des raisons derrière, I don't care. J'ai besoin d'entendre ça. Ah non, c'est ça. Mais regarde, c'est pas compliqué. Dans les gens qu'on a entendu parler dans les derniers temps, là, ça va dans toutes les familles politiques. Lui, c'est pas si mal sa position. C'est probablement, en tout cas, bien meilleur que celle de Legault puis Ford. Lucien Bouchard, sa sortie, je pense qu'elle était très bonne. Là. Il a fait il y a 1 semaine et demie. Ouais. Je pense la sortie de Couillard aussi qui disait faites attention là, avec les histoires d'hydro puis tout. Là. Si vous faites n'importe quoi, on en a pour 10-15 ans là, à se remettre de vos niaiseries. Puis Jean Charest est en train de prendre un discours assez modéré aussi. Là. C'est ça. Ben, Mané, c'est ça l'affaire. C'est que dans le feu de l'action, les gens qui nous écoutent, là, mettons, t'arrives chez vous, puis t'ouvres la porte de la chambre à coucher, puis il y a ta blonde dans le lit avec quelqu'un d'autre. Est-ce que vous pensez que votre meilleure réaction pour pas vous mettre dans la merde, c'est celle que vous allez prendre sur le coup ou celle que tu vas prendre après t'aller prendre une marche? C'est de la marche, c'est toujours bonne. D'après moi, en revenant de la marche. D'après moi, en revenant de la marche, tu vas avoir écarté peut-être certaines idées qui pourraient te mettre en prison que tu aurais eues. Tu vas dire, OK, Chris, ben écoute, c'est fini. Là, ça va être un bout de rough. Puis tu vas... je sais pas, on repart, faut qu'on parle. Puis là, tu vas commencer toi-même à dire, Chris, comment on a pu s'en rendre là? Mais ta réaction primaire quand tu ouvres la porte, là, elle peut te mettre dans la merde pour les 20 prochaines années. Peu importe ce que ça va être. Tu vas dire des affaires que tu vas regretter, tu vas faire des affaires que tu vas regretter. Mais là, c'est là qu'on est. On s'est aperçu que notre partenaire principal, ben, pouvait se revirer contre nous autres d'une manière ou d'une autre, puis là, on se sent trahi, puis on sent qu'on s'est fait cocufier. Ben là, je veux dire, je pense qu'on est dû pour aller prendre une marche. En revenant de la marche, peut-être qu'on va avoir les idées un peu plus claires. Mais c'est un peu là qu'on est. Puis tu sais, c'est ça que Denis me disait. Il disait, tu sais, on parle souvent des monopoles, à quel point un monopole, c'est pas bien. Un monopole étant, bon, celui qui offre un produit, il y en a juste un. Hydro-Québec, c'est un monopole. La santé, pratiquement, c'est un monopole au Québec. Mais l'autre affaire qu'on parle moins souvent, c'est ce qu'on appelle un monopsone. Un monopsone, c'est quand tu as un acheteur unique. Mais dit par rapport au Canada, les États-Unis sont comme notre monopsone. La vaste majorité de ce qu'on vend, c'est eux autres qui nous l'achètent. Donc, on est dans une situation économique où on a quasiment ça, un acheteur unique. Mais si tu as une business, puis tu as un client, c'est rare, ça va bien. C'est bien parce que ça va bien tant que ton client ne te chie pas dans les mains. Mais si regarde, sur le pétrole, donne l'exemple. Il paye le pétrole, les barils de pétrole, ils payent beaucoup plus bas que le prix du marché. Là. C'est ça. Puis lui, ce qu'il dit, parce que la réponse qu'on a des gens qui nous aiment pas, puis même de certaines personnes qui nous aiment, c'est toutes vous autres, votre solution, c'est de se coucher à terre devant Trump. Ah, arrêtez donc. La solution, c'est pas de se coucher à terre devant Trump, c'est de prendre. La solution, c'est de pas prendre un 12 puis de me tirer un coup dans la jambe. C'est ça la solution. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire pourquoi qu'on n'a pas des gens en ce moment qui travaillent jour, soir, nuit à annoncer des deals avec d'autres pays. T'sais, pourquoi que la conférence de presse, au lieu de nous annoncer des taxes, là, parce que c'est ce que c'est, des tarifs, c'est des taxes, ils vont nous taxer. Pourquoi on n'a pas enlevé? Pourquoi on n'en a pas enlevé? Puis pourquoi on n'a pas une conférence de presse à soir avec Trudeau et le gars de la Grande-Bretagne qui dit, regarde, on s'est parlé au téléphone, là. On vient de signer tel accord. Pourquoi on n'a pas le Québec avec la France qui nous arrive? Regarde, on vient de signer un nouvel accord. Il y avait tel tarif qui empêchait... la réponse est plate, là, mais c'est parce qu'il n'y aura pas. Parce qu'il n'y a pas de business, c'est ça l'histoire. La business, elle est régionale. C'est une business. La réalité est là. Elle est régionale, OK? On est régional. Donc, c'est ça, mais il faut réfléchir un peu plus, puis je comprends, là, on ne se sortira jamais
d'une relation commerciale majoritaire avec les États-Unis. Mais on peut s'aider en se diversifiant un peu, en passant des... Tu sais, si vous regardez sur Internet, là, c'est un bon site web, je pense, sur la Banque mondiale qui détaille toutes les exportations et les importations de chaque pays. Vous irez vous promener là-dedans, là, puis il y a une affaire qui est fascinant, c'est à quel point le Canada, si on fait de la business avec personne. Tu sais, tu vois, mettons, là, tu regardes le Chili. Hey, le Chili, il importe puis il exporte quoi? Puis là, tu regardes la part canadienne là-dedans. C'est tout le temps des grenailles de 0,02 de... Ben, je veux dire, il y en a un gars en Amérique du Sud là, qui veut en faire des échanges. Il s'appelle Javier Milei, le président de l'Argentine. On a-tu un deal avec eux autres? Je le sais pas. Ben, on pourrait en faire un. Il en importe eux autres des affaires, il en exporte. Pourquoi on n'est pas là-dessus en ce moment? Tu sais, c'est ça que Denis me disait. Il dit, j'ai une business, j'ai des clients. À un moment donné, si je perds 2 clients, je m'assois pas chez nous en broyant. Je dis, comment je fais pour en avoir deux nouveaux? Et je comprends là, que c'est notre plus gros client qui achète le plus nos affaires. On le comprend tout, ça. Mais à un moment donné, peut-être que se tourner vers d'autres marchés un peu, en complément, pas pour remplacer. On ne remplacera jamais. Puis le Canada, on ne se téléportera pas en Europe. Là. Ça, c'est impossible. Mais pourquoi on est autant fermé à d'autres marchés? Il y a plein de pays dans le monde là, qui commercent avec d'autres. Je pense pas qu'on est fermé. Je vais te dire, en gros, si tu appelles Milei présentement, tu prends le téléphone, tu appelles Milei, dans la première phrase, il va te dire bœuf. Il dit, on a du stock, on a du bœuf à t'envoyer. Attends un peu, je vais te rappeler. Javier, on se rappelle. Là, il est tabarnak. D'autres, ils veulent nous chipper des bateaux pleins de bœuf. Non, ça va râler ici dans ta barouette. À 50 cents, la livre de bœuf à chaud. Il est là l'histoire. C'est pour ça qu'il ne l'appelle pas Milei. Oui, t'as raison. Oui, on ne l'appellera pas. Il va nous voir du bœuf. Il faudrait qu'on aille voir le lobby du bœuf. Le gars dit, Milei va dire, t'en veux combien de bœuf? Mais il ne comprend pas c'est quoi le libre-échange. On veut pas qu'il nous envoie du bœuf, on veut qu'on nous envoie le nôtre. Ouais, c'est ça. C'est du libre-échange unilatéral. Mais je veux juste rappeler que, tu sais, moi, là, je suis rendu à 57 ans, puis des fois, l'expérience fait qu'on a des souvenirs. J'ai pas tous mes souvenirs, il y a des bouts qui me manquent. Mais ça, là, j'entends ça depuis que je suis jeune. Là. Parce qu'on vient d'une région, d'autres, qui est une région ressources, qui est une région avec beaucoup d'aluminium, qu'on envoyait de manière primaire, qui n'est pas transformée, etc., etc. Regarde, j'ai entendu ça, des chairs qui ont été montées, des subventions qui ont été avec des patentes à pu finir. Et je te dirais que, je ne dis pas que ça n'a pas réussi, là. Il y a peut-être une affaire ou deux qui ont réussi, mais la réalité, c'est qu'on n'est même pas encore capable de faire nos propres canettes de liqueur et de bière, là. Non, les canettes que Pepsi à Québec se sert pour mettre, il arrive des États-Unis vides. Tu sais, je veux dire, on n'a même pas été capable de faire ça. On n'a pas été capable de s'entendre avec nos alliés naturels comme la France et l'Angleterre pour vraiment faire du commerce. Et ça, on essaye depuis 40 ans, là. Les Anglais nous ont arrêtés sur l'entente de libre-échange possible quand ils ont vu qu'ils n'étaient pas capables de shipper des fromages. Et la gestion de l'offre, pour eux autres, ça a été parfait. Tu veux pas dealer avec ta shit? Ben, goodbye. Tu sais, si on commence à gratter le patente, on va se rendre compte que c'est pas tellement les États-Unis le problème, puis c'est pas tellement la Grande-Bretagne, puis c'est pas tellement la France. Le problème, c'est nous. Oh oui, le problème, c'est nous. Parce que tu regardes... Tu sais, si l'économie russe n'est pas tombée à terre suite aux sanctions, pourquoi nous autres, on tomberait à terre suite à ces tarifs-là? 200 millions de personnes. 200 millions de personnes, mais la réponse, c'est que les Russes, ils se sont tournés de bord et ils ont cherché automatiquement d'autres acheteurs pour leurs affaires. Parfait, l'Allemagne ne veut plus mon gaz, je le vends en Inde. Un autre ne veut plus mes affaires, je le vends en Chine. Puis les Chinois sont en train de faire la même chose. Les Chinois, là, ils sont pas là à attendre que Trump enlève les tarifs, là, puis essayer de négocier, de crosser une affaire. Les autres, ils disent, parfait, moi, plein de monde veulent mes affaires. Là, fait que l'Inde va m'en acheter, je vais envoyer ça peut-être en Australie. Ils sont en train d'essayer de trouver d'autres marchés. Puis c'est ça le bout, moi, que je comprends pas dans l'histoire de Trump, c'est que son histoire de ramener tous les business, en théorie, je vois où il s'en va avec ça, mais ça n'arrivera pas. Là. Si tu regardes en 2017, 2018, ce qui s'est passé, là, quand ils ont commencé à mettre des tarifs sur les produits chinois, là, les importations que les États-Unis ont faites
ils n'ont pas diminué pour qu'ils rouvrent des usines dans l'Ohio ou je sais pas trop où, dans le Kentucky. Là. Ils ont diminué et celles de la Chine ont diminué, mais ils ont augmenté ailleurs. Donc, au lieu d'acheter leurs affaires en Chine, ils ont commencé à les acheter de l'Inde, de la Corée du Sud, de Taïwan, de d'autres. Donc, tu sais, tu baisses une place pour augmenter un autre. Je comprends que lui, il dit on est moins dépendant de la Chine, mais vous avez augmenté votre dépendance à d'autres pays qui sont peut-être moins pires politiquement. Peut-être c'est ça le thinking alentour. Mais c'est pas vrai là, qu'il va refaire l'Amérique industrielle puis ramener toutes les... Je comprends pas. Ce thinking-là, moi, il y a bien des affaires chez Trump que je le genre. C'est un thinking, c'est made in. Ça a toujours été fort. C'est parce que les Américains sont très patriotiques. Et c'est un thinking de vente. Là. Je veux dire, c'est pas la réalité, mais il y a probablement sur 330 millions d'Américains, il y a probablement 100 millions, 125, 150 millions des personnes qui savent que ça n'arrivera pas. Mais pour une crowd, mettons, on va dire la crowd des cols bleus qui ont déjà perdu une job par rapport à ça, qui ont déjà travaillé dans une usine en Illinois, puis l'usine a déménagé au Mexique, tout ça les touche. Mais, tu sais, ils ne se poseront pas la question à savoir est-ce que c'est vrai que toute l'industrie manufacturière va revenir aux États. Mais ils aiment entendre le discours. Ça, tu sais, on se fait actuellement les émotions au Canada, c'est ce qui mène les discours politiques. Mais Trump fait ça, puis n'importe quel politicien dans le monde fait ça. Mais tu sais, dans le fond de lui, si on s'en va s'asseoir avec le gars du commerce, il sait bien que c'est pas tous les contracteurs qui vont venir pour bâtir des chars aux États. C'est pas tout. Il sait bien, voyons, il est pas fou, là. Il sait bien qu'on peut pas se payer un iPhone à 5 000 $ parce que le gars va gagner 100 000 dans l'usine alors qu'il en gagne 25 000 quelque part en Chine. Voyons donc, tu sais, veux dire, ça c'est clair. Mais nous autres, notre dépendance, elle est multiple. C'est notre positionnement géographique. Oui. C'est le fait qu'on n'a aucun voisin, ni au nord, ni à l'ouest, ni à l'est. Et le fait qu'on ait 40 millions de personnes. Tu sais, quelqu'un m'avait déjà dit, il avait resté aux États-Unis longtemps, me dit, tu veux savoir le gros succès des Américains? C'est beaucoup le nombre. 325 millions de personnes qui travaillent, qui ont de l'argent, etc. Tu sais, essaie d'imaginer si le Canada avait eu, mettons, à peu près le même nombre de monde. 250, 275, 300 millions. Tu aurais déjà une économie très, très forte à l'intérieur. Puis probablement qu'à cause de ça, tu aurais déjà un mélange de clients, puis tu aurais un mélange. Tu sais, il y aurait une composition industrielle et économique qui serait beaucoup plus diversifiée que ce qu'on a actuellement. Oui. Puis, je voudrais rajouter le dernier point après. On changera de sujet, on parlera de ce qu'on a parlé avant de rentrer. Mais une des choses aussi, c'est que on paie beaucoup le prix dans notre diversification des entreprises, puis des PME, puis de l'économie qu'on a. C'est qu'on a mis toute notre énergie depuis 25, 30, 35 ans à bâtir la plus grosse entreprise qu'il y a probablement au monde. Et c'est le gouvernement du Canada et les 10 gouvernements des provinces. Et ça nous fait extrêmement mal. Parce que mets des petits gouvernements, je vais prendre l'exemple du Québec, OK? Mets des petits gouvernements, le gouvernement n'est pas très présent, mais il est là pour te donner un break. Pas trop de taxes, il te donne la liberté de prendre tes capitaux, il laisse rentrer des capitaux étrangers parce qu'il les taxe pas, parce qu'il est ouvert, etc. Il les écœure pas avec la langue, il les écœure pas avec ci, il les écœure pas avec ça. Et tu vas te rendre compte que même au Québec, puis je vais même les garder à 9 millions de personnes ou 8 millions de personnes où on était il n'y a pas longtemps. Puis, tu vas voir que le Québec était avant un pays avec beaucoup d'inventeux, des gosseux, des patenteux, des gens qui faisaient des miracles à peu près avec rien, qui sont des bons créateurs, qui sont des gens qui avaient la fibre de l'entrepreneuriat. Ils avaient la fibre entrepreneuriale, ils l'avaient dedans d'eux autres. Et ça a été étouffé dans les 25, 30, 35 dernières années par notre propre système. Et on vit ça en ce moment. Il y a ça à travers. Là. Il y a ça qu'on est en train de vivre. Là. Oh, il y a ça qui est en train de vivre. Puis, tu sais, si on regarde, puis je conclure ce sujet-là là-dessus, mais tu sais, si on regarde ailleurs, là, il y a quand même beaucoup de pays qui sont géographiquement isolés et qui réussissent à avoir de la prospérité. Tu sais, si tu vis au Japon, il n'y a pas de trucks qui peuvent rentrer des autres pays. Tu es sur une île. Tu sais, la Grande-Bretagne, il y a le tunnel maintenant là, pour aller en Europe, là, mais c'est pas mal isolé aussi. Là. L'Australie, c'est pas mal isolé. Il y a beaucoup de pays, si tu regardes, quand même prospères, qui n'en ont pas de partenaires géographiques terrestres là, avec qui tu peux faire transiter des trucks l'autre bord de la frontière. Puis ils réussissent à te faire de quoi avec ça? Parce que maintenant, il faut que tu composes avec ces réalités-là. Je pense qu'on s'est comme assis là-dessus là, en se disant
on est à côté d'un monstre économique, tous eux autres, ils vont nous acheter nos affaires, mais c'est un pari qui est quand même risqué. T'sais, on vivait un peu dans un monde de calinours, dans le sens où on se disait, ils vont être là pour nous protéger. On n'a pas besoin de mettre de l'argent. On n'a pas besoin d'investir dans notre armée. Si jamais on se fait envahir par quelque part, les Américains vont s'en occuper. Même rappelez-vous l'affaire c'est l'année passée où il y a un an et demi, l'histoire des ballons chinois. Là. Il a fallu que ce soit des avions de chasse américains qui l'abattent parce qu'on n'était pas capable d'abattre le ballon dans les airs. Oui. Ça, là, on paye. Ça vient de la naïveté de génération et de génération de politiciens qui sont partis de la prémisse que les États-Unis sont là, ce sont nos amis pour toujours, puis peu importe comment on va se comporter, peu importe ce qu'on va faire, ils vont venir ramasser les pots cassés. Ben là, on se cogne les dents contre la bande. Mais je pense que plusieurs pays, même de ceux que tu nommes, auraient été placés à notre position, puis auraient eu un pays dominant de cette manière-là. Puis je pense que c'est... La facilité. Je pense que c'est un incontournable. Oh oui, c'est un incontournable. Tu deviens ce que tu deviens parce que tu es ce que tu es. Tu veux dire, mettons que tu prends l'exemple de l'Australie. Je connais pas les partenaires privilégiés. J'imagine que c'est l'Asie là, pour l'Australie. Là. Mais tu sais, eux autres, ils composent avec leur réalité. Donc, ils ont tout fait en fonction de qu'est-ce qu'ils ont, c'est quoi leur avantage, en fonction de où leur marché, etc. Tu sais, il y a beaucoup de pays qui nous envient parce qu'il y a des pays probablement qui auraient fait mieux que nous à être voisins, plus riches, plus gros, et automatiquement, tu sais, je veux dire, qu'est-ce qui nous empêche? Prenons juste les États-Unis et le Canada. Pourquoi les Américains font des business qui sont utilisés partout dans le monde, sauf dans des pays où il y a des blackouts, là, comme la Chine ou la Russie. Là. Mais tu sais, je veux dire, juste au niveau technologique, comment ça, donc, tout ce pouvoir qu'ils ont au niveau culturel et technologique, ils sont quand même pas 1 milliard, ils sont 330 millions. Oui, je comprends qu'ils ont vu une belle ride après la guerre et qu'ils sont devenus riches. Mais qu'est-ce qui empêche la continuité des États? Parce que c'est ce qu'on est, là. Même si on ne le veut pas, on est la continuité des États. À part Shopify, qu'est-ce qui fait que le Canada n'a pas fait partie de cette vague-là? Pourquoi même un petit pays comme la Suède a réussi à créer un monstre avec Shopify? On les regarde en bourse, c'est un monstre. Ouais. Comment se fait-il qu'on n'ait pas été capable? Y a-t-il une question d'école? Y a-t-il une question il y a des choses qu'on n'a pas faites. Là. On s'est accroché, on a mis le trailer, on l'a accroché après le pick-up américain, puis on s'est laissé voguer, puis on a commencé à s'occuper d'un paquet de crises de niaiseries. Bon, c'est Dieu, niveau et l'argent rentre pareil. On leur envoie des bouts de bois, on leur envoie des bouts de ci, des bouts de ça, puis regarde, on fait de l'argent pour s'en tirer. On n'a pas moins plus que ça. Moi, j'en reviens à ça, là, c'est que c'est un peu de notre faute. T'sais. Prenons juste l'exemple des derniers tuyaux, Frank. Pourquoi les derniers tuyaux? Pourquoi on était pour GNL? Pourquoi les gens du Saguenay et du Lac-Saint-Jean étaient pour GNL? Eux autres, il y avait une opportunité d'affaires, il y avait des gars qui allaient travailler. Nous autres, on l'y était parce qu'on se disait, ben regarde, là, si on peut vendre du gaz à un autre que juste en bas, on peut le shipper dans des bateaux et l'envoyer. On ne savait pas ce qui allait arriver avec la gang. On ne savait pas pantoute. Là, c'était pas encore arrivé, la patente avec la Russie. Là. Même chose à l'ouest. Même chose avec les autres tuyaux. Même chose avec le gaz qu'on a. Si, mettons, on est en échange avec ces gens-là en ce moment, puis on est en train d'échanger des centaines de milliards en énergie. Voilà. Est-ce qu'on a le même discours? Est-ce qu'on est aussi nerveux? Mais qui a fait ça? Qui nous a empêchés de faire ce tuyau-là? C'est-tu les Américains? C'est nous autres mêmes. Ben oui, c'est à ça que j'en reviens tout le temps. Rabaska, en 2007-2008, c'était prendre le gaz du shale de Pennsylvanie, puis de l'amener ici, puis de l'exporter par le fleuve Saint-Laurent. C'est ça le projet Rabaska. Ça a pris vidéo YouTube qui a été jasé, tout le monde en parle, avec du feu qui sort de l'aqueduc pour finir. Ça s'est réglé là. OK, voilà pour Jeff Liberté d'aujourd'hui. C'est fait, les amis. C'est fait. Merci à notre chum Frank. Yann n'était pas là. Yann va revenir la semaine prochaine. Très bon moment avec lui. On a une demi-heure, quasiment 40 minutes de plus dans la version Prime. Thank you, Jerry. Merci, puis merci à Mr. White pour la production. Demain, gros jeudi encore. Gros jeudi demain. See ya. Radio Pirate. Making history again.